Esther, vous connaissez, donc ancienne présidente de l'AJE, aujourd'hui vice-présidente. Elle a son journal en ligne, son magazine en ligne, Israël Science Info. J'ai même mis un article dedans. Voilà. Et puis elle publie pas mal d'articles. Sur les coquelicots. Et je continue à relayer sur les réseaux sociaux de l'AJE pour essayer de faire du buzz sur votre mouvement. Exactement. Charles Banoun est un franco-israélien. Il a été l'un des acteurs clés de la révolution de l'eau qui a eu lieu en Israël. Aujourd'hui, il est ingénieur des mines de la promotion 61. Il est manager, ingénieur, entrepreneur, développeur de technologies, formateur. Aujourd'hui, il est prof dans un institut de management de Galilée, dans l'Institut de management de Galilée, institut international d'ailleurs, institut universitaire. Et il travaille beaucoup sur la gouvernance des ressources en eau, sur les énergies renouvelables, sur la reconquête du désert et sur la lutte contre la désertification qui va de pair avec cela. Et il publie de nombreux articles par ailleurs. C'est un travail plutôt technique alors. Pas seulement technique. Pas seulement technique. Il y a lien entre le technique et ses applications concrètes. D'accord. En fait, ce que vous avez fait. Enfin, quand je dis technique, c'est voilà. Nous, ce qu'on appelle technique, c'est analyser les futurs conflits de l'eau. C'est pas comme ça va ensemble. Voilà. Trouver des solutions techniques. On a des problèmes concrets qu'on a aujourd'hui et qu'on risque d'avoir dans 5 ans. On ne voit pas très très loin. Pas qu'on risque. Par exemple, si vous voulez, on a brutalement, par exemple, 30% de moins, c'était en 2000, de précipitation. Il faut trouver une solution tout de suite. Et la solution, il faut la trouver concrète, applicable, dans le... Oui, donc voilà. C'est ça le truc, c'est pas autre chose, on va pas faire de projection sur l'an 2100. D'accord ? Très bien. Je dis ça vraiment que vous compreniez bien. Et moi, donc, je m'appelle Norbert Lipsic, je suis aussi ingénieur des mines, promotion 59 de Nancy. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Crise mondiale de l'eau, l'hydrodiplomatie », qui a déjà 4 ans maintenant, mais il reste tout à fait à l'ordre du jour, et qui aborde toutes les questions de crise de l'eau là où il s'en produit. Et donc là, le cas d'espèces sur lequel j'ai travaillé, c'est le bassin du Jourdain, le bassin hydrologique du Jourdain, et qui montre tous les aspects techniques bien sûr, mais aussi tous les aspects politiques, de droit international, de droit local qui s'appliquent, et de mœurs. La manière dont les gens vivent l'eau et prennent en compte le problème de son manque. Et puis ce qui m'a amené à cela, c'est que depuis 1981, je suis le correspondant en France de la Société pour la protection de la nature en Israël, qui est la plus grosse ONG. Est-ce que c'est une fédération ou c'est une association unique C'est une association unique qui a des branches dans toutes les grandes villes du pays. Et qui est la plus grosse ONG du pays. Elle a à peu près 80 000 membres qui payent cotisation, ce qui à l'échelle d'un pays de 8 millions d'habitants, c'est assez remarquable. Une des plus grosses ONG françaises à 80 000 membres. Voilà. Donc la LPO, c'est la plus ancienne organisation écologique en France. Elle a 80 000 membres, vous voyez, proportionnellement c'est plus important en nombre. Voilà. Et elle travaille... Donc vous la présidez cette association ? Non, je suis uniquement la section française. Section française, d'accord. Une section française. En section internationale, ils en ont une aux États-Unis, une au Canada, une en Angleterre et une en France. D'accord. Et notre rôle, c'est surtout de diffuser l'information sur ce qu'ils font, comment ils le font, quels sont les problèmes, etc. Mais d'agir sur le terrain aussi. Un rôle associatif avec l'État. C'est-à-dire que quand l'État fait quelque chose, il demande l'avis de la SNPI qui est reconnue comme quelqu'un... Oui, parce que c'est reconnu par la loi, la concertation avec l'association. Alors ça fait partie des lois écologiques qui ont été passées par le Parlement. On peut dire que 95% des lois écologiques qui ont été passées par le gouvernement, qui ont été passées, votées au Parlement et mises en œuvre par les gouvernements successifs, ont été rédigées au départ par la SPNI. D'accord.
qui les soumet ensuite au Parlement de manière bipartisane systématiquement. Vous êtes une force de lobbying officielle. Absolument. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de parti vert en Israël finalement, parce que cette approche-là est beaucoup plus efficace. Vous avez beaucoup de chance à ce niveau-là. Je vais ajouter quelque chose je suis d'accord avec vous. Israël. Vous pouvez ça ne me gêne pas de le dire. Non, au contraire. Tous les gouvernements suivent sur des thèmes de genre la même. Oui. Parce que je veux dire par là, c'est très important de comprendre que les changements de politique en Israël ne sont pas liés à des problèmes de gestion à terme. Par exemple, le désert, l'eau, etc. C'est lié à des problèmes de réponse immédiate à des questions politiques immédiates. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'accord? C'est important de comprendre parce que ça permet une très grande... Le cas d'espèce de l'eau est significatif. En 1980, la SPNI a mené une étude approfondie sur ce qui allait se passer pour l'eau, parce qu'on commençait à sentir fortement et à mesurer réellement les effets du réchauffement climatique et donc de la perte des précipitations qui a lieu dans toute la région du Moyen-Orient. Et les besoins qui augmentent. Et les besoins qui augmentent, les populations qui augmentent, etc., etc. Et du coup, ils ont fait une projection à moyen terme, à 5 ans, et ils ont regardé quelles solutions pouvaient être mises en œuvre pour ça. Ils ont donc préparé tout un plan d'action qui intègre toutes les données de gouvernance, de consommation qu'il fallait diminuer, de production de nouvelles ressources et de récupération de toutes les ressources en eau possibles et imaginables qu'il y avait dans le pays. Et à partir de là, ils ont élaboré un plan complet qu'ils ont soumis au gouvernement. Il a fallu 20 ans pour que le gouvernement l'accepte et le mette en œuvre, et il a fallu une quasi-catastrophe. C'est ce que disait Ezra en 2000. Il y a eu 30% de moins de précipitations, mais c'était la 8e année de sécheresse consécutive. Donc on a été au bord de la catastrophe dans le pays, et du coup il fallait faire les choses très très vite. Une petite correction, le plan a été appliqué dès 90 pour la partie facile. Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que tous les ministères, y compris le ministère des Finances d'abord, étaient contre l'application de la seconde partie. Voilà. Et il n'y a plus à ce moment la catastrophe pour pouvoir l'appliquer. Parce qu'elle devait impliquer plus de contraintes, de choses. Surtout plus d'investissement, de choix, de mécontentement. Et comme souvent, c'est le cas, c'est le ministère des Finances qui a le dernier mot, quand on n'est pas en crise. La manière dont il fonctionne, je vais vous la résumer en une anecdote. La SPNI a fait la même chose sur le plan du transport des personnes dans le pays. Pour arriver à une conclusion qu'évidemment, il fallait très rapidement mettre en place les moyens par le rail et de transport en commun en général qu'il fallait développer absolument. Le ministère des Finances a posé une question. Il a dit une ligne comme une ligne de métro à Paris, du RER, elle apporte combien de personnes dans Paris tous les jours? Bon, la réponse est de l'ordre du million. On dit, vous voyez bien, c'est complètement disproportionné pour nous. Et du coup, là encore, il a fallu attendre plus de 20 ans pour qu'il lance un programme de train entre les 3 grandes villes, Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa, et que le plan se mette en place. Il va être opérationnel, les premiers résultats vont être opérationnels dans ces jours-ci. Bercy, votre Bercy, c'est notre Bercy, on a tous son Bercy, c'est notre fardeau. Il y a quand même un langage qu'ils comprennent, heureusement, c'est le langage des chiffres. Voilà. Alors ils sont court-termistes, puisqu'ils sont liés à la politique. Donc évidemment, ça 5 ans. L'eau, il a tout à fait résumé. L'ennemi de l'écologie, c'est le court terme. Voilà. Donc on est là, comment on fait pour adapter le court terme? Et le court terme chez les Bercy, c'est vraiment c'est la vision, de la loi de finances annuelle. Et ça, c'est le grand défaut. Je fais un petit aparté sur l'écologie en France, mais je pense que c'est un peu partout. C'est le manque de vision, le manque d'explicatif économique des associations, des ONG. En France, pratiquement toutes les ONG,
le monde de l'écologie, les Verts, j'en parle même pas. Je peux faire off quand tu Non, veux non, dire. de toute façon, je ne fais pas de campagne électorale, j'ai rien à perdre. Donc, Non, parce que une chose qu'on n'avait pas dit, c'est que dans notre livre, nous souhaitons que sur les différentes positions, ce soit les personnes concernées qui les expliquent, pour les rendre les plus sincères possibles. Non, mais bien sûr, mais par contre, tout est envoyé pour validation, avant parution, mais bien évidemment. J'ai une confiance absolue en Esther, donc je ne me pose même plus de questions, donc ça n'a aucun problème. Je vais laisser Ezra poser les questions. Voilà. Je finis juste sur le Bercy, c'est-à-dire qu'il faut... On a un manque, alors je parle pour la France évidemment, on a un manque, nous les associations, les ONG, les écologistes ou les environnementalistes en général, de crédibilité économique. Et du coup, alors on est aimé des journalistes qui sont aussi des doux rêveurs et qui aiment bien rêver avec les écologistes, puis qui aiment bien quand on critique, quand on parle, mais on a des forces de proposition assez intéressantes, comme vous, mais ce n'est jamais crédible économiquement court terme. Alors vous allez dire, oui, mais on est dans un monde comme ça, il va falloir... Donc on a des économistes comme, comment il s'appelle, Tollier, je me souviens jamais de son nom, le prix Nobel de l'économie, il est à Toulouse, enseignant à Toulouse. Bon, voilà, qui nous rejoignent, mais à chaque fois qu'on les fait, ils ne prennent pas pour des gens sérieux. Enfin, les économistes prennent rarement les environnementalistes pour des gens sérieux. Et tout ça, on a essayé de le faire au Grenelle. Moi, quand j'ai sorti l'idée de Grenelle, c'était quand même faire rentrer l'idée de l'écologie chez les ONG, c'est-à-dire arrêter de... Alors évidemment, c'est donner un prix à la nature, c'est la fiscalité verte, etc. Hulot s'en est bien emparé. Sauf que la France a ce défaut obsessionnel de la taxation, et là, paf, c'est reparti, l'écologie est à nouveau considérée comme une taxe, la source, la taxe, etc. Et c'est le pot commun, aucune taxe n'est affectée, donc c'est le cercle vicieux. Une taxe qui n'est pas affectée, n'est pas comprise, n'est pas acceptée, parce c'est l'écologie qui fait. Et du coup, on dit, ça fait trop de taxes. Il y a un type là, de ceux qui préparent la révolte des Gilets jaunes, je l'ai entendu à la radio ce matin, il a dit un truc très vrai. Il a dit, on aurait pu encore, si la taxe était affectée précisément, on aurait pu encore réfléchir. Et le type, pourtant, il organise la manifestation. Il a raison. Oui, bien sûr. Bon voilà, je fais cet aparté par rapport à ce que vous dites. On a ce sujet quand même qui est très... la fiscalité, tout est fiscalité, parce qu'on peut avoir les meilleures visions philosophiques du monde, c'est très beau, ça fait des beaux livres. Et ça laisse la postérité, ça fait tout un tas de choses. Si on n'a pas il y a l'aspect juridique qui est très important dans nos démocraties, parce que si on ne passe pas à la juridique institutionnelle, si on n'a pas ces outils-là, même la fiscalité. Mais tout de suite, c'est la fiscalité. La fiscalité, les bonus-malus, toutes ces choses-là, c'est ça qui peut changer les choses. Le reste, personnellement, je n'y crois absolument plus. Sauf... que vous disiez, et je termine, c'est l'humain, et c'est Harari, votre compatriote, dont tout le monde dévore le livre, les livres. Oui, je suis en train de le lire, et il est beaucoup plus pessimiste dans le troisième. Il faut s'accrocher, le troisième. Harari, il dit une chose, c'est que l'humain a quand même une chance de s'en sortir quand il est au pied du mur, quand il dit, là, ça y est, il n'y a plus le choix, et là, effectivement, on peut avoir des bonnes surprises. Mais enfin, bon... ce qui s'est passé pour l'eau en 90, c'était important justement parce que pour la première fois dans le bilan de l'eau, on a commencé par faire la liste des besoins, et dans ces besoins, pour la première fois, ils ont inclus les besoins des écosystèmes. Jusque-là, c'était jamais mesuré. Et là, dans la liste qu'ils ont marquée, et ça, c'est sous la pression de la population, parce que la population ne voulait pas voir disparaître les paysages qui sont liés à l'eau. Et c'est la première fois où cet élément a été pris en compte dans le bilan. Vous avez raison, il y a l'économie, il y a les institutions, et il y a l'identité du territoire, un peu le côté... Justement, je voudrais ajouter quelque chose que les gens ne connaissent pas. Contrairement à ce que les gens pensent, les autorités officielles en Israël ne sont pas très très puissantes. La population joue un rôle énorme, pas forcément la population directement, les organisations. Par exemple, les collectivités locales, les régionales. Alors, quand par exemple, nous avons un problème qui touche tout le monde et dans lequel les rationalistes, parce que les ministères des Finances, ce sont ceux qui disent, c'est la ratio, on ne peut pas aller en quelque chose qui n'est pas rentable, qui n'est pas, etc. Disons, s'opposent à une mesure qui paraît être indispensable. L'argument qui est sorti par ceux qui veulent pousser cette mesure, c'est l'argument prophétique. C'est la référence à la Bible. La prophétie est plus importante
que le ratio à court terme. Oui, parce que c'est les fondements de la pensée de l'État, etc. Voilà. Oui. Alors, c'est comme ça. Ah oui, bah alors ça, voilà, on n'a pas ça, nous. Non, mais c'est important. Et spécialement en France, où la laïcité est devenue Oui, obsessionnelle. bien entendu, ça va devenir paraître ridicule. Donc, mais par exemple... Non, mais c'est intéressant. Ouais, Ouais. vous savez, Ouais. génération après génération, on a Ouais. consacré quand même Mhm. énormément d'énergie, alors que le pays était très faible au départ, pour planter les arbres. On plante 6 millions d'arbres aujourd'hui. À l'échelle de la France, c'est 20 000 km², ça pourrait être 150 millions. Hein, d'arbres. Génération après génération, on a pris en charge des problèmes tout à fait à terme, et tous les partis politiques ont suivi la même. Parce que si jamais ils changeaient de politique, ils n'auraient pas été réélus. D'accord, très bien. Donc c'est important de savoir Ah ceci, bah oui. parce que si vous voulez... Et donc, dans notre façon de faire, quand on veut faire passer une idée, par exemple, actuellement, il y a une idée que les organisations veulent faire passer, c'est que au lieu de faire la transition énergétique en passant essentiellement par le gaz, et en rejetant définitivement à partir de 21-22 le charbon et le pétrole, ils veulent passer directement au solaire. Et l'État est absolument opposé, parce que le gaz, on a trouvé du gaz, et on a mis des installations gigantesques, et c'est moins cher, ça apporte de l'argent, etc. On a même exporté du gaz. Alors vous avez par exemple une organisation, je parle de ça parce que c'est intéressant pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, qui dit très bien, nous, on ne veut plus de votre électricité. Une organisation qui est régionale, hein, et qui dit, nous allons mettre du solaire partout, et on n'a plus besoin de se accorder à votre truc. Et pour ne pas avoir le problème. Mais ça, c'est en accord avec les collectivités, parce que ça demande des fonds. C'est la collectivité régionale. Ah oui, parce que ça demande des fonds. Mais les fonds ne sont pas des fonds qui viennent de l'État. Mais parce que vous avez une fiscalité régionale et décentralisée. Exactement. Ah bah oui, bah voilà. Ah oui, Non, bah mais donc c'est on ça. en revient aux institutions. Donc effectivement, mais les changements... c'est important parce que si vous voulez, ça permet... Mais quand ils font l'exemple et qu'ils font ceci, d'autres collectivités font la même chose. Voilà. Vous comprenez? Et donc l'idée fait son progrès, et les gens qui veulent se faire réélire sont obligés de tenir compte de cela. C'est un fonctionnement qui est très peu connu en France. Il y a un fonctionnement décentralisé qui fait que, enfin régionalisé ou décentralisé qui fait que... C'est un peu semblable aux États-Unis, où les États ont des pouvoirs bien plus développés. Vous avez des États qui ont ratifié les accords de Paris et d'autres non. Donc, déjà, voilà. je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner après avec... Une petite remarque. Quelqu'un qui veut parler d'écologie et qui ne fait pas ce que vous avez fait, en prenant un exemple dans ce qu'il veut faire, n'est pas pris au sérieux. Hein. Je dis ça pour rigoler. C'est une des raisons pour lesquelles on vient vous voir. Vous appuyez sur tous les trucs qui font mal en France en réalité. Hein, non, mais... le centralisme, voilà, le discours qui est jamais très lié aux actes. Le discours, les belles paroles, puis il peut... voilà. Et les discours depuis la Révolution française ont toujours fonctionné, c'est ça qui est assez... Non, c'était juste des remarques. Mais le monde change. Oui, mais le monde change. Le monde change. Oui, parce que les populations changent, parce que je vois en France, à tous les niveaux, hein, on voit bien avec Macron, que tout le monde reconnaît qu'il a fait des très beaux discours là, récemment, les gens veulent du concret, c'est nouveau. Oui. C'est ce que vous disiez au début avec l'histoire des Gilets jaunes. Oui. Si jamais il y a quelque chose de concret, voilà, on aurait marché. Donc le concret, c'est quelque chose qui est on est en train de se pragmatiser, qui n'était pas le cas. Quand on regarde les actualités de 1950 ou même 30 en France, on s'aperçoit que tout est sur les discours. Les gens se nourrissent un discours, ça suffit. Là aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Bon, on s'est un peu tous anglo-saxonisés quand même un petit peu. Vous n'avez pas de verbe. Je vais vous donner l'institution, changer la fiscalité, avant de dire arrêtons le saccage de tel lieu, non à l'aéroport, machin. Non, d'abord les outils. Toute ma communication, c'était le proverbe chinois donnez-moi des moyens de pêcher. Alors, c'était pas bon parce que les végétariens n'étaient pas contents, mais donnez-moi les moyens de pêcher et pas le poisson. Et quand on avait des mesures, je me souviens, Sarkozy ne comprenait pas tellement ça, mais après il l'a compris, c'était en 2007. L'idée c'était de dire si on a des moyens, on est assez grand, puis en plus c'est un sens de la responsabilisation des citoyens, vraiment. Si on a des outils institutionnels, si on a des outils juridiques, les class actions, moi je me bats encore pour essayer, mais on n'aura jamais. Parce que la class action, c'est quelque Comment chose. ça se fait que ça se fait pas, ça, les class action en France? Je vais dire un truc. Oui. L'argument, j'ai fait un débat un jour avec un député socialiste. Il m'a dit un truc, et là j'ai dit, mais on n'y arrivera pas en France. Il a dit, vous voulez l'américanisation de la vie, judiciariser la vie française comme en Amérique. Je me suis trouvé, c'est-à-dire que où il y a un avocat à la sortie de l'hôpital qui va vous...
Ça, les Français, ils détestent ça. On y vient indirectement, mais ils détestent. Puis bon, ça ne suffit pas. Le grand Satan, quand on lui sort le drapeau, en France, ça marche encore un petit peu. Oui, si. C'est surtout qu'il y a un transfert américanisation. Il m'a sorti ça, c'est un député socialiste. Il m'a sorti ça, et j'étais un peu désemparé. Je dis, effectivement, on judiciarise un peu. Alors je dis, non, l'idée c'est quand même de responsabiliser, etc. Et j'avais vraiment une idée derrière la tête, c'était de dire, est-ce que les grandes organisations ont besoin de financement ad vitam aeternam? Dans un monde merveilleux, même votre organisation n'est plus utile. Dans un monde, tout va bien, hein. Bon, on n'y est pas encore. Et la class action, c'est quand il y a un problème. C'est quand les citoyens s'organisent de façon ad hoc sur un problème précis. Donc c'était ça. Bon voilà, toutes ces choses-là, évidemment, on en est très très loin en France. Allez-y. Vous êtes un militant associatif et politique écologiste et un atelier français. Vous êtes engagé aux côtés des Amis de la Terre, aux côtés de Brice Lalonde, dont la section française était fondée par Alain Hervé. Oui. Depuis, ce dernier se présente comme défenseur de l'approche alarmiste, préconisant l'arrêt de la croissance comme seule solution pour faire face aux défis climatiques. Que pensez-vous de cette solution? Alors le débat central, effectivement, c'est croissance-décroissance. Oui. J'ai prôné avec le Grenelle, évidemment, la croissance verte. Bon. C'était il y a 11 ans, les temps ont changé, j'ai changé. Je pense qu'il faut... le monde qui est en train de se préparer, on le voit dans le film comme Demain, et toutes ces initiatives qu'il y a à Tottenham, à Detroit, et partout, mais c'est des initiatives, des micro-initiatives, vont vers une décroissance matérielle. Il faut vraiment insister sur la décroissance matérielle. Mais la décroissance matérielle, c'est aussi, et là c'est le vrai sujet tabou sur lequel on commence nous seulement à travailler, c'est le sujet de la démographie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler sérieusement de décroissance si on ne commence pas à parler, déjà, tout simplement parler de décroissance ou au moins d'arrêt de croissance démographique. Voilà. Ma pensée aujourd'hui est très restreinte. Bon, alors Alain Hervé, qui était mon idole de jeunesse, quand j'étais ado, c'était Alain Hervé, c'est celui qui a créé les Amis de la Terre, qui a créé l'écologie en France. Ils étaient sur une décroissance matérielle dès le début, en réalité. Oui. C'est-à-dire, c'était la poésie plutôt que les biens matériaux. Bon. Je pense que c'est un fil conducteur idéologique très intéressant, et il faut continuer là-dessus. Mais on n'a pas fait le lien, enfin en tout cas moi j'ai pas encore fait le lien avec l'approvisionnement, avec les millions de gens qui vivent, avec l'organisation industrielle, etc. Là on est au balbutiement à mon avis d'une nouvelle idée, et je vais jusqu'à dire la poussée véganiste. Vous allez dire ça n'a rien à voir, si, le véganisme c'est une forme de décroissance extrême. Oui. Sur l'alimentation qui est la base de la vie. On respire et on mange, après on fait d'autres choses. Je pense que c'est un aboutissement concret aujourd'hui. Je connais beaucoup de gens qui sont devenus véganes, ils sont dans une... Alors, ça, poussé à l'extrême, évidemment, c'est une forme d'autodestruction. Je connais des gens qui, psychologiquement, évidemment, vont mal, parce qu'ils sont dans une société où c'est le contraire. Mais je crois qu'on a un exemple concret. Alors après, il y a les circuits courts, les Fab Labs, cette petite partie de la jeunesse, en France et en Europe, enfin je pense plutôt dans l'Occident, sont dans une forme de décroissance. Est-ce que ça durera? Oui, parce que de toute façon les biens matériaux ils vont monter. Et la décroissance matérielle, c'est la seule solution, parce qu'on parlait du photovoltaïque là tout à l'heure. Le photovoltaïque, si ça se développe, c'est le problème du pétrole dans 30 ans, c'est la même chose. Les terres rares et les métaux rares, d'abord il y a 50% qui sont en Chine. On va retrouver les mêmes problèmes environnementaux, géopolitiques, etc. Donc effectivement, quand on se dit il n'y a pas vraiment de solution technique généralisable, la décroissance matérielle, ça devient la seule option. Donc philosophiquement, intellectuellement, je suis tout à fait d'accord avec Alain Hervé. Par contre, il m'a pas encore, lui et d'autres, m'ont pas encore prouvé comment on pouvait assez rapidement mettre ça en place. Parce que la question c'est ça, sans sortir de nos états démocratiques. Oui. Poutine, demain, il peut déclarer que c'est la décroissance matérielle. Bon, et puis voilà. Et puis ça se fera. Chez nous, c'est plus complexe. Poutine. Oui, je dis Poutine ou d'autres. Bien sûr, oui. C'est pas le pire. Oui.
Bon, dans un État autoritaire, on peut effectivement faire des choses. Ça ne tient pas longtemps du reste. Mais... Bon. Alors, en 1990, vous avez participé à la fondation Génération Écologie. Et, avec Jean-Louis Borloo. Voilà, mais aussi avec d'autres. Hein. Oui, non, mais les grandes têtes à l'époque, c'était Brice Lalonde et Jean-Louis Borloo. Exactement. Et l'idée était de regrouper toutes les tendances politiques différentes de celles des Verts au niveau d'écologie. L'idée, c'était, les Verts disaient, nous sommes l'écologie, c'est ça. Et nous qui étions de tradition plus libertaire dans nos modes de vie, c'est ça. Les Verts à l'époque étaient doctrinaires, ils le sont toujours, mais enfin ils étaient très doctrinaires. C'était les Fundi allemands, c'est la copie des fondamentalistes verts allemands. Donc doctrinaire, c'est-à-dire nous avons la vérité, c'est nous. Ça dans notre état d'esprit libertarien, c'est impossible. Donc c'est ça qui a poussé Brice Lalonde à créer ce mouvement-là. Alors, que pensez-vous de l'approche des Verts qui, pour faire face aux défis climatiques, recommande de favoriser l'économie non marchande en réduisant le temps de travail et de procéder à une décroissance économique sélective? Par exemple, le secteur automobile, l'énergie, l'industrie, de l'armement, etc. Alors, la réduction du temps de travail, c'est quelque chose, c'est un des premiers combats, on va dire, écologistes des années 70. C'est un combat socialiste de 1900, mais bon, ça a été repris pour des questions environnementales, de temps libre, etc. Bon. Donc c'est pas les Verts qui ont inventé ça. Les Verts ont essayé de le conceptualiser politiquement en disant voilà un objectif, etc. Ça se débat, il y avait Yaznar qui avait la semaine de 4 jours, il y a plein de propositions qui ont été, à mon avis, pas assez traduites économiquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment vu les impacts. Bon. Puis après, évidemment, il y a eu les lois Aubry qui n'ont pas prouvé leur grande efficacité, donc ça a quand même remis en cause cette idée-là. Mais là, aujourd'hui, je recite Harari, mais il n'y a pas que lui, le développement de l'intelligence artificielle, de balayer cette idée-là de façon colossale. Harari le décrit très bien, il a dit on va bientôt regretter, les ouvriers, les salariés qui font des bullshit jobs vont bientôt regretter le temps où ils étaient exploités dans leur travail, parce qu'ils vont devenir totalement inutiles. Et les prévisions, c'est entre 50 et 60% de la population d'Occident qui va devenir totalement inutile dans les 30 ans qui viennent. Donc là, on n'est plus dans la réduction de travail. Donc les choses vont très vite, même dans la pensée. C'est-à-dire l'adaptation de notre pensée, elle doit être. On n'est plus à dire est-ce qu'il faut 32 ou 35 heures. C'est fini ça. Ce débat-là, il est fini. Alors on n'a pas les réponses, mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe avec la numérisation de la vie, etc. Ça, c'est un défi social qui est beaucoup plus important que de savoir si on va réduire de 2 heures ou 3 heures. Et alors, politiquement, évidemment, alors si on rejoint la politique, par il y a des Verts, là on n'entend personne. Là. Parce qu'il y a une schizophrénie, mais là c'est tous les humains, on veut plus de technique, on rêve quand même un peu dans la technique, un petit peu. Après, il y a une tendance écologique qui est moins technique, qui se développe aussi, chez les décroissants notamment, qui vont être contre le développement de l'intelligence artificielle, enfin pour faire simple, je dis numérisation de la vie, etc. Et puis après, ça va jusqu'à la bioéthique, etc. Alors là, on est dans un débat philosophique fort. C'est ceux qui croient dans la science et qui va sauver l'humanité. Et c'est vrai qu'on a envie de croire en quelque chose parce qu'on se dit on est dans le mur. Et ceux qui se disent il faut revenir en arrière. Et un retour en arrière, c'est évidemment démographiquement, techniquement. Moi, je pense que on n'y arrivera pas. Alors, ça rejoint quelque part aussi l'économie. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a stupéfait, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. On parlait beaucoup en France, il n'y a pas très longtemps, les fermes de 1000 vaches, comme l'abomination. Et je sais qu'en Israël, tous les élevages en vue de la laiterie ont été regroupés, parce qu'ils étaient plus rentables en ayant des petits troupeaux de 50 vaches. Et aujourd'hui, je suis allé visiter la plus grande des fermes pour le lait, qui en est à 3000 vaches actuellement, qui est pas très loin de Tel Aviv, donc dans la zone centrale la plus dense de la population. Et la première des choses qu'ils nous ont dites quand on a fait cette visite,
ça a été, on a fait des études scientifiques qui ont démontré que la qualité du lait et la quantité produite est dépendante du bien-être des vaches. Bah oui, oui. Et par conséquent, ils avaient commencé à utiliser les treilleuses électriques, très bien, et puis ils ont robotisé la mise en place de ces treilleuses électriques, c'est-à-dire où on éliminait totalement le contact humain pour les vaches avec celui qui allait les traire, parce que c'était une machine qui les trayait. Et ils se sont rendus compte assez vite que ça ne fonctionnait pas, et ils sont revenus à la traite avec le contact humain. Et aujourd'hui, j'ai lu des livres d'éthologie, en particulier dans ce domaine. Il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle Ce que diraient les animaux si vous leur posiez les bonnes questions, qui est une philosophe belge qui a sorti ce livre et qui montre que les vaches adorent collaborer avec leurs fermiers. Et aujourd'hui, vous allez voir cette ferme, et on le voit, c'est visible à l'œil nu, que les vaches collaborent avec les gens qui sont autour d'elles. Et il y a des gens qui sont avec eux autour d'elles, qu'on a remis en lieu et place des machines. Parce que finalement, la productivité globale est bien meilleure et la qualité du lait est bien meilleure. Alors, il y a une petite anecdote, c'est que quand on a construit les premières fermes, on cherchait à avoir des productivités plus importantes. Les gens, à cette époque-là, étaient très pauvres. Et ils ont essayé un système qui consiste à mettre des écouteurs aux vaches. Vous connaissez l'histoire? Non. Ah bon, Et ils leur ont mis toutes sortes de musique. Et la musique la mieux adaptée pour accroître la traite des vaches, c'est la musique classique. Et pas n'importe quelle musique classique. Vivaldi? Non, C'est plus joyeux. Mozart? J'aurais dit Vivaldi parce que c'est plus. Il y a peu de notes. Mais c'est une véritable. Ah bon, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est une relation avec la vache. Oui, mais les éthologues le disent bien. Ma fille est éthologue cheval, donc elle me parle de ça et c'est vrai qu'il y a des trucs incroyables. Mais les humains sont pareils. Un humain dans un centre hospitalier à l'abandon, il va se laisser mourir comme un pauvre chien. On est tous restés un petit peu mammifères. Dans ce livre dont je vous ai parlé, ce que j'ai lu qui m'a sidéré, il y a le consultant américain qui est le spécialiste de toutes les étables aux États-Unis, auquel on fait appel partout, est une femme autiste. Et elle arrive quelque part, elle parle aux vaches pendant quelques minutes, et derrière elle dit voilà ce qu'il faut faire. Et les résultats sont les mêmes qu'en Israël, c'est-à-dire avec une croissance de productivité et de qualité, parce que les vaches se sentent bien derrière. Mais ça peut être aussi une solution pour pouvoir développer sans arriver à la décroissance. Ça c'est la croissance verte. C'est une forme de croissance verte. Oui, c'est une croissance, disons, mieux pensée pour un meilleur monde. Mais pour revenir à votre question initiale, au final, c'est la décroissance qui a raison, parce que on ne pourra pas. Moi-même, j'en ai fait pas. On repousse. Vous savez, c'est Madame de Maintenon au moment d'être guillotinée qui disait. Elle n'a pas été guillotinée. Pas Madame de Maintenon, Madame de comment elle s'appelle, la copine de Marie-Antoinette, qui disait Monsieur le bourreau. Encore une minute. Encore une minute. Et c'est ça. Il le dit très bien. On en est là. Allez, la croissance verte, encore un peu. Non. Sur l'alimentation, c'est mieux peut-être. C'est comme ça qu'il faut le vendre en tout cas. Mieux, donc qualité, bio, etc. Humanité autour du produit. Mais moins, parce que de toute façon... Mais le moins... Par le nombre, le nombre que nous sommes. Pas nécessairement tout de suite. C'est ça l'important dans la transition. C'est, on le voit par exemple, on l'a vu pour l'eau. Il y a eu les 2 premières mesures qui ont été mises en place dans le plan de développement durable pour l'eau qui a été mis en place. Ça a été, le recyclage. Une eau peut se réutiliser tant qu'on veut, elle est toujours là. Donc le recyclage. Et la deuxième, c'est les économies adoptées par la population. Et pour ça, ça commence par l'éducation jardin d'enfants. C'est pas par les parents qu'il faut commencer, il faut commencer par le jardin d'enfants et on aura les résultats. Et effectivement, c'est ce qu'on constate. Et là, pour l'alimentation aujourd'hui, on est devant le même dilemme, c'est-à-dire que
la moitié de ce qu'on produit n'est pas consommé. C'est qu'on commence par résoudre ça, et on a une croissance verte qui va permettre de faire la transition vers la décroissance. Oui, il y a ça, mais il y a la fiscalité, il y a quand même des choses. Bien sûr, parce que absolument. Aujourd'hui, un produit qui est cher, alors là c'est une vision très libérale des choses, mais un produit qui est cher, il n'est pas gâché. Donc on a quand même ce côté, tout à fait. la part de l'alimentation dans le budget des démocraties a énormément baissé, quoi qu'on en dise. Et ça, c'est une des raisons du gâchis aussi. Hein. Absolument. Voilà, alors, le juste prix. De ça, je vais vous donner un autre point de vue. Je suis maître de conférence d'un institut universitaire qui reçoit énormément d'Africains. Et ce sont des gens de très bon niveau. Hein. Ce sont des hauts fonctionnaires, ce sont des ingénieurs, et ils ont un niveau d'instruction et de compétences beaucoup plus élevé que ce qu'on pense pour les Africains. Et quand je soulève ce genre de problème, qu'est-ce qu'on me dit? C'est très gentil de votre part, au niveau de pays développés et riches, de penser à la possibilité d'une décroissance. Mais nous, on a des problèmes beaucoup plus graves. Nous avons des problèmes dans lesquels les gens n'ont pas suffisamment d'eau, n'ont pas suffisamment de pain, de quoi manger, etc. Et notre problème, c'est pas de commencer à décroître, mais d'arriver à émerger de la situation dans laquelle nous sommes. Alors je voudrais entendre ce que vous pourriez répondre à ce genre de... Ce sont des gens très, très, très chaleureux et très gentils. Oui, j'étais à l'initiative avec Borloo de sa fondation pour l'Afrique, Énergie pour l'Afrique. La question, c'est... je prendrai pas la... Oui, évidemment, ce débat-là, malheureusement, il n'est plus d'actualité. Vous, les Occidentaux, français, anglais, allemands notamment, au XIXe siècle, vous avez pollué la planète avec votre charbon, on les a encore, vous vous êtes développés, vous avez rasé vos forêts, on ne parle pas de la colonisation, vous avez fait, bon bref, vous avez profité, et maintenant vous vivez des rentes, etc. Et pourquoi nous non? Alors, c'est totalement inégalitaire, effectivement, bien sûr, mais on n'a pas le choix. C'est que collectivement aujourd'hui, il n'y a plus la France, l'Allemagne et tout, on est sur un village global, on est sur une planète bleue, Lalonde l'explique toujours, il dit voilà, le changement c'est quand on est allé sur la Lune en 69, les gars ils ont pris la photo, on voit la Terre et là, ah oui, on voit qu'on appartient tous à un même truc. Quand on la voit de l'extérieur, bon, c'est un changement normalement. Et donc on n'a plus le choix et on doit réagir collectivement. Et donc on n'a pas le choix. Alors c'est très dur à entendre, on n'a pas le choix. Et puis le deuxième problème sur l'Afrique, c'est l'Afrique va doubler de population. Excusez-moi, je ne fais pas une fixation là-dessus, mais c'est quand même le sujet. L'Afrique va doubler de population. Ok, alors on a des ressources, mais comme disent les proverbes indiens, l'argent ne se mange pas. Des ressources, oui, mais la question de l'agriculture et de l'autonomie agricole ou de la capacité de l'agriculture, qui à mon avis, toutes les études le disent bien, on le voit bien avec la révolution verte en Inde, ça y est, on est en décroissance obligatoire, là maintenant on n'a plus le choix. Les sols ont été laminés pendant 30 ans, ils ont bien produit, ça a été utile. Donc on a une production agricole qui baisse, on a une urbanisation qui réduit aussi les capacités de production agricole, et on a un doublement de la population. Là, je pense que le débat sur... on voudrait profiter comme vous de trucs, il n'est plus d'actualité. Si vous rentrez là-dedans... Non, je parle d'un autre débat. Non, mais le débat avec vos élèves africains... On a des problèmes de pénurie d'eau, de pénurie de... Ah, bah là, c'est autre chose, oui. Et on ne va pas... c'est ça l'important, c'est la priorité. C'est pas tellement le débat... Ben de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'investissement. Non, mais ils ont besoin... Non, mais on l'a vu avec la Fondation pour l'Afrique. Ils ont besoin d'investissement. L'argent, il est dans le monde, il y a de l'argent partout. Bon. Mais pourquoi ils n'ont pas d'investissement? Moi, je leur dirais, pourquoi vous ne recevez pas les investissements du monde? Parce qu'ils ne sont pas stables. Je prends un exemple, si vous voulez, parce que c'est un point que... Stabilisez-vous et on discutera. Non, oui, d'accord, mais moi, je prends un exemple. Il y a un risque... on parle de ça parce que c'est vraiment un truc que je vis régulièrement dans mes conférences. Le Sahel risque d'être désertifié complètement par le Sahara. Ils ont prévu un projet, d'ailleurs très bien fait. La barrière verte, là. Oui, la barrière verte. Ça part de... C'est Nouakchott ou de... C'est Sénégal. Sénégal jusqu'en Égypte. Voilà. 12 États. Ils n'ont reçu aucun appui sur le plan national. Non, mais Ezra, c'est pas possible. Ils ont reçu je ne sais pas combien de dizaines de milliards de dollars depuis des années et on ne sait toujours pas ce qu'ils en font. De quoi tu parles, hein? Mais l'Afrique?
Non, mais ça dépend. Non, Attends, je parle de ce c'est projet pas- de Pas un arrière-vers. projet spécial. Justement, Bon, ils ont dû recevoir. Ouais. justement, c'est-à-dire que les autres projets, où ils en sont à ce moment-là? Ah, je ne suis Ils pas en veulent d'accord. encore pour celui-là. Où en sont les autres? Je m'excuse, mais Norbert, tu es d'accord? Il faudrait quand même donner des... Il y a un moment donné où on a des objectifs de résultats à remplir. Et ces Bien objectifs entendu. de résultats, ils les remplissent pas. Même Macron l'a dit, attendez, il faudrait peut-être qu'il se bouge un petit peu aussi. Bon, arrêtons ces discussions. Bon, en off, d'accord. je vous dis que Voilà. Que tous les projets agricoles, tous les projets Ouais, de l'eau ouais, ouais. soient la responsabilité des autorités locales Exact, et pas de exact. l'autorité centrale. Et pour cela, ils leur ont transféré la propriété des terres. Les terres ne sont plus domaniales, les terres appartiennent aux régions. Et les patrons des régions peuvent à ce moment-là se tourner vers les banques en disant, voilà, moi j'ai des moyens, j'ai des garanties. j'ai des garanties, Exactement. financez-nous. Et ça marche. Oui, alors le Sénégal, c'est particulier. Voilà. Dans l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays stable. Voilà. C'est un pays relativement riche. Exactement. Vous connaissez les investisseurs. Le premier critère, c'est pas forcément la rentabilité. Avant tout, La c'est stabilité. la stabilité. On est Donc, d'accord. le Sénégal, il a un énorme avantage, c'est la Ouais. stabilité. Ouais. C'est le seul État quand même qui n'a eu aucun coup d'État depuis Ouais, la décolonisation. Donc ça aide beaucoup, Oui, il y a un tout état à d'esprit. Et puis il y a autre chose, pour parler d'environnement, le Sénégal, on a une succursale au Sénégal, Écologie sans frontières, toute petite, mais on a... Ah oui. Eh Et bien. c'est la nièce, elle s'appelle Madame Sangor, c'est la nièce du président Sangor qui est la responsable d'Écologie sans frontières D'accord. au Sénégal. Et elle dirige un centre touristique très social avec que les femmes, c'est des groupements, enfin, ils font un travail extraordinaire. C'est totalement décentralisé, elle ne parle jamais d'aide, de subvention, de machin. Par Exactement. contre, on leur fout la paix. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, ils font du boulot et ils font des choses très intéressantes. Donc ça rejoint exactement ce que vous dites. Et Et c'est le vrai Sénégal, ils ont vu aussi, ils voient leurs côtes s'éroder physiquement, ils voient les problèmes, Bien sûr. l'enlisement du fleuve. Enfin, ils voient les choses. Donc ils sont quand même sur la pêche. Alors on a essayé de bosser avec eux sur la pêche, ça n'a pas été facile. Parce que là, les compagnies européennes et russes ont donné plus d'argent que... Ils ont quand même leurs pêcheurs. Moi, j'ai beaucoup communiqué avec les Mauritaniens sur les dangers, la fin de la pêche, en comparant ça avec ce qui s'est un petit peu passé en Somalie tout au départ. La disparition de la pêche a poussé énormément de Somaliens. Alors après, c'est autre chose. Dans les bras du terrorisme, il ne faut quand même pas oublier ça. Donc la disparition de la ressource en pêche, dans un pays où la pêche, c'est tout. Oui, c'est tout. Enfin, la côte sénégalaise, ils vivent que de la pêche. Quand vous avez des super bateaux que vous voyez à la jumelle qui sont en train de tout rafler, c'est pas très difficile d'arriver derrière. Bon, alors il y a des problèmes géopolitiques qui se lient à l'environnement en Mauritanie, c'est clair, c'est net. Le gouvernement. Moi, je connais bien tous ces pays-là. On a beaucoup discuté. On a travaillé avec Sea Shepherd qu'on a fait intervenir, qui avait passé un deal avec comment il s'appelait ce président. Il y a un ministre. J'ai fait la campagne de Macky Sall. Ah, Voilà. d'accord, oui. Pas parce que je le trouvais sympathique, parce que parce qu'il fallait tourner la page. Bon, voilà. Bon, Tu c'était connais, tu alors- connais l'organisation des Sea Shepherd, des Bien sûr, bergers oui. de la mer? oui, mais Sea Shepherd, on a passé un deal écrit, on a une signature du président Macky Sall et tout, sauf que, bon, évidemment, ils l'ont pas respecté. alors, Mais Sur la pêche. Et l'idée, c'était de dire, laissez vos pêcheurs, virez, fichez, ils vous donnent 300 millions d'euros, mais ces 300 millions d'euros, c'est rien du tout à côté de ce qui risque de vous arriver si vous avez 1 million de pêcheurs au Bien chômage, sûr. qui seront non seulement au chômage économiquement, mais qui seront humiliés de voir leurs ressources partir, parce que ça se voit, Oui. on le voit à l'horizon. Vous voyez, Il y a bon, un voilà, autre- c'est des... Non, Non, mais un il y a point un sur autre lequel- problème excusez-moi, technique, oui. juste pour finir sur la pêche. Simplement, une minute. C'est exactement ce que j'avais dit. Si vous demandez de l'argent, vous allez de nouveau continuer le processus de colonisation. L'argent que vous prenez n'est pas gratuit. Il ne faut pas demander de l'argent. Il faut vous défendre vous-même. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire qu'on revient après. Oui. D'accord, allez-y. Sur la pêche, justement, le problème, c'est aussi celui en aval de la commercialisation. Les pêcheurs sénégalais n'ont pas su s'organiser en eux-mêmes. Et ceux qui profitent de leur pêche, c'est essentiellement les marchands, souvent d'origine libanaise, qu'il y a au Sénégal, qui viennent avec leurs camions sur les ports où viennent les bateaux de pêche, choisissent les plus beaux poissons, et tous les autres sont jetés.
et ils ne savent pas quoi en faire, et Oui, ça pollue tout l'environnement. Il y a une organisation à faire de par Il suffit de là, leur c'est le rôle de fournir l'État une d'organisation. cabane du pêcheur avec énergie solaire pour faire de la réfrigération dedans, et d'un seul coup, on peut nourrir tout le Sénégal en poissons sans aucun problème. Ça, c'est de l'investissement rentable. Et c'est rien du tout comme investissement. C'est incroyable quand on regarde le problème. On a essayé de leur proposer avec une association qui s'appelle Industriels sans frontières une solution pour ça, avec des cabanes en bois qui sont fabriquées quelque part dans le nord de l'Europe, je ne sais plus où, qu'on leur apporte toutes faites avec des réfrigérateurs à l'intérieur et puis l'énergie solaire sur le toit. Et c'est rien comme investissement. Et ça permet de Et alors, voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Vous leur avez Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais c'est... C'est ça qu'il faut vérifier. Hein. Oui. J'étais pas impliqué dans le projet, mais je l'ai vu en travaillant avec la ISF, l'Industriels sans frontières. Il faut que je les relance pour savoir où ça en est. Borloo pense que s'il a créé cette fondation, qui maintenant tourne encore, mais il s'est considéré comme un notaire. Un jour, un journaliste, j'étais avec lui, un journaliste lui dit « Mais c'est quoi votre rôle là? Vous cherchez de l'argent ?» Il dit « Non, moi je suis un notaire. » Alors, un notaire, c'est celui il amène les parties qui ne s'entendent pas forcément, il y a un objectif commun, création de patrimoine, voilà, je suis un notaire, c'est le notaire de l'Afrique, pour l'énergie. Ouais. Parce que pas d'énergie, pas de développement démographique galopante, terrorisme, voilà, l'obscurité physique, l'obscurantisme, il y est dans sa dialectique. Il réussit dans ça. Oui, il a initié des choses et après il est sur cette idée que les Africains doivent le réaliser par eux-mêmes. Parce que sinon ça ne marche pas de toute façon. Écoute, essaye d'organiser une rencontre. C'est intéressant cette idée-là. Avec Borloo. C'est la fondation pour la je sais plus comment ça s'appelle. Fondation pour l'Afrique et l'énergie. Non. Alors, je continue mes questions que j'avais pas. D'accord. Oui, je parle beaucoup. En 2009, vous avez... Comment? Tu es là pour Je parle beaucoup. Tu es là pour ça. C'est très intéressant, au passage. Non, mais vous rencontrer est intéressant surtout. C'est le but de cette interview, c'est d'enrichir la démarche. En 2009, vous avez transformé un de vos hôtels en hôtel écologique. Je change de casquette, on va dire. Oui. C'est pour nous une question importante, le fait de faire quelque chose de concret. Mais je vais vous dire pourquoi c'est pas important pour l'hôtel, mais pour le reste. Oui. C'est le premier hôtel à faire son bilan carbone, c'est une initiative exemplaire. Pourquoi, d'après vous, cet exemple n'a pas été suivi ailleurs, en France, en Afrique? Alors d'abord, constat. Moi, j'ai deux vies. Voilà, j'ai une vie de militant écologiste depuis l'âge de 14 ans, mais je suis aussi d'une famille d'entrepreneurs et d'hôteliers. Oui. C'est vraiment, je suis né là-dedans. C'est ça. Alors, la gestion, c'est l'hôtel. La gestion, c'est de l'hôtel. La question du tourisme et de l'hôtellerie en France n'est pas anecdotique. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire que, étant le premier pays touristique du monde, bon, même si les chiffres se discutent, parce que vous savez, si vous faites escale à Roissy, vous êtes comptabilisé, mais enfin bon, tous les pays font ça. Bon, nous sommes le premier pays touristique du monde, mais pas en proportion, en nombre. En nombre, c'est ça. Donc l'impact du tourisme est gigantesque. Est énorme. Bon. L'impact économique aussi, les retombées économiques. 12% du PIB Île-de-France. C'est énorme. Sans les externalités, c'est vraiment direct. Parce que le tourisme, il y a plein de choses derrière. Donc c'est énorme, c'est 8% du PIB français, etc. Le tourisme en France, il est extrêmement développé, c'est le premier du monde, et en même temps, en France, comme dirait Macron, en même temps, ce n'est pas c'est un ancien ministre qui m'a dit ça, c'est pas un morceau noble, vous savez, quand vous mangez un animal, il y a les parts nobles, et puis voilà. C'est pas un truc noble. Pourquoi c'est pas un truc noble? Parce qu'on en revient, la France est un pays centralisé depuis Colbert, depuis Louis XIV, etc. Et un pays centralisé, qu'est-ce qu'il fait? Il développe pas le tourisme, il développe pas les petites choses de quartier, il développe pas l'économie circulaire, c'est des trucs... il développe les industries, il développe le nucléaire. L'école des mines, vous avez connu ça quand même. Bon, il développe des choses... Bah oui, vous étiez au centre. Il développe des choses qui sont fortes. Voilà, il développe les manufactures sous Louis XIV, il développe Colbert quand il crée les forts Colbert, il en fait tout autour de la France, il n'en fait pas un. Enfin bref, voilà, c'est ça la France centralisée, c'est la France qui avait les moyens, etc. On est encore, la culture d'État est encore dans cet état d'esprit. Le tourisme ne rentre pas là-dedans.
Oui. Alors vous allez dire, bah oui, mais enfin, c'est complètement Oui. absurde. Et la traduction, c'est que vous n'avez pas, alors, c'est pas du tout une demande, hein, mais c'est un constat, il n'y a pas depuis je ne sais pas combien d'années, je crois qu'il n'y en a jamais eu, de ministre du tourisme. Il n'y a pas de ministre du tourisme. C'est un des rares C'est pays un qui a pas de symbole. ministre, c'est un Alors symbole. un jour, j'étais avec un ancien député, on discutait de cette chose-là, je lui ai dit, c'est quand même incroyable. Il m'a dit, mais c'est très simple, le tourisme, c'est servir. C'est servir le client, c'est le service. Du reste, on a une mauvaise réputation à Paris de ne pas servir. Oui. C'est pas pour rien. Oui, Parce oui. que servir, il y a un côté peut-être de prolétaire Servile. face au servile. Voilà. Bon, alors là, on pousse peut-être le bouchon, la réflexion, mais ça vient de là. Oui, oui. Bon, alors ça explique que c'est au niveau des politiques publiques, ce n'est absolument pas pris en compte. Par contre, les collectivités locales, qui commencent à avoir un peu de pouvoir malgré tout, même si on retire un peu de fiscalité, ils existent toujours, eux, ils ont compris. Ils ont compris que là, il y a des batailles touristiques fortes, et ils ont compris, etc. Bon, ça, c'est le constat. Donc, travailler sur le tourisme, pour moi, c'est extrêmement important. De toute façon, en France, il y a quoi? Il y a le tourisme, il y a le nucléaire, il y a l'agroalimentaire, voilà, les choses importantes qui peuvent avoir un effet levier dans le monde. Hein, parce qu'il y a des petites choses, voilà, il y a des petites choses qui n'ont pas un effet levier. Quand on a une pensée globale écologique, on cherche les trucs qui peuvent avoir un effet levier. Alors, il y a des universités qui peuvent avoir un effet levier. Oui, mais ça, dans c'est le les monde. outils. Non, Ce sont des outils. ça. Hein, voilà. Non, c'est ça. L'industrie, il y a des industries Les qui automobiles, c'est pas le cas. Ben, c'est fini. Ben, en France, c'est fini. Voilà. fini. Oui. Et puis avec l'IA, l'automobile, c'est terminé. Bon, voilà. Donc ça n'a pas un effet levier. De reste, vous pouvez fermer les entreprises automobiles, ça ne changera pas la face du monde. Le tourisme, c'est important. Et puis en plus, c'est visuel, c'est etc. Bon. Peut-être la philosophie a un impact, la littérature, j'en sais rien, il y a des choses comme ça. Donc pour en revenir au tourisme, nous sommes dans le premier pays touristique du monde. Ça a un impact économique, on vient de le dire. Ça a un impact culturel, de plus en plus. Donc je me mets en 2008-2009. Et ça a un impact environnemental énorme. En France, on parle sur la France, énorme. Parce qu'on dit toujours, ils ont rasé la Costa Brava dans les années 60, mais il faut voir ce qui s'est passé en France. Enfin, les stations de ski là qu'il faut fermer, parce que c'était moisson pourrie, etc., truffées d'amiante et de machin et de trucs. Il y a eu énormément de dégâts environnementaux. Et l'objectif de croissance du tourisme, qui a été défini par Fabius à l'époque, parce c'est le ministère des Affaires étrangères qui gérait le tourisme, on ne sait pas pourquoi, enfin bon, voilà, et partagé avec Bercy, vous voyez, c'était déjà le truc très facile. Il a dit, voilà, on a un objectif à très court terme, c'est les JO, et à la clé 100 millions de touristes, pourquoi pas 120 millions, et après on est dans cette idée de croissance. Donc ça veut dire beaucoup, beaucoup plus d'impact sur l'environnement. Oui. Partout, hein, carbone, transport, alimentation, artificialisation des sols. Il va falloir bétonner des sols pour des lieux touristiques. Bon, vider les centres-villes, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Impact culturel, et en face, il y a le gain économique et les emplois. Parce que alors, non seulement ça rapporte le tourisme, mais ça crée beaucoup d'emplois. Là, c'est du Au dur. niveau du service, en fait. Non mais là, si je prends ma casquette écolo et je m'attaque au tourisme, c'est plus dur que tout le reste parce qu'il y a de l'emploi et du gain économique immédiatement à court terme. C'est extrêmement difficile. Il y a le Il potentiel. n'y a pas besoin de lobby, il n'y a pas besoin de méchants lobby pour c'est direct. Bon, Mhm. potentiel. Conclusion. Alors, constat, est-ce qu'il se fait quelque chose? Est-ce que les hôteliers, le milieu touristique s'est tourné vers cette question? Bon, je suis en 2009, rien. Il y a quelques labels et il y a quelques énergumènes comme moi. On est vraiment une poignée à dire... Il y en a d'autres? Oui, il y a 18 000 hôtels en France. Oui. Quand je me suis engagé là-dedans, on était 200 à 300 hôtels. Ah, c'est pas mal ça. Sur 18 000? Oui. Non, il n'y a rien. Non, mais Excusez-moi. attention. Vous savez, en C'est physique, déjà pas mal, oui. déjà pas mal, Oui. parce que la cristallisation commence avec nombre très Malheureusement, de ça n'a pas cristallisé parce que je vais vous donner, on était 300. Ouais. Alors, il y a un label qui s'appelle l'éco-label européen, qui est le label institutionnel garanti par l'Union européenne, donc qui donne vraiment, qui est très sérieux, qui est très strict, etc. On était 300, allez, pour faire simple, on était 300 labellisés à l'époque, et c'était récemment labellisé. En France ou en Europe? En France, non, je parle que de la France. Oui. Non, en Europe, les proportions sont beaucoup plus importantes. Ah bah oui. En Allemagne, vous avez 40% d'hôtels. Dans les pays du Nord, évidemment, qui sont toujours les meilleurs de la classe, ils sont 60% de labellisés. Pas forcément, ils ont leur propre label, mais qui est encore plus strict parce qu'il incorpore des critères sociaux qu'on n'a même pas. Bon. Non, on va parler de la France puisque c'est un pays très très touristique.
On est 300. Aujourd'hui, on est 320. Donc ça n'a pas bougé. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc à cette époque-là, je me suis dit, dans les 300, c'est quasiment que des hôtels de luxe ou des hôtels haut de gamme. Mais c'est pas la majorité des hôtels, c'est peu d'hôtels. Les hôtels de luxe, on les voit, mais ils ne concernent pas beaucoup de monde, pas beaucoup de salariés. Ils n'ont pas un très fort impact. Ils ont un impact culturel et visuel, mais pas un impact. Donc moi, avec mes hôtels, en restant dans ma gamme, moyenne gamme, je vais essayer de réaliser quelque chose pour servir d'exemple, pour aller porter la bonne parole dans ma profession. Je reste. Donc j'ai été à mon syndicat, je fais partie et je co-organise la cellule développement durable du syndicat de l'hôtellerie professionnelle. Je participe à tous les colloques pour leur dire, écoutez les chers collègues, on ne vous demande pas d'être adhérent de Greenpeace ou du WWF, simplement de faire des économies d'énergie, voilà les critères, on vous passe au bio, voilà ce que vous pouvez gagner en termes d'image, en termes de machin. On a des... Il y a un gain net aussi. Il y a un gain net, oui, qui est pas... Évidemment, le prix de l'énergie n'est pas assez élevé pour qu'il y ait un gain très important. Et ça, c'est pas un bon argument. C'est une question, oui, d'accord, mais c'est... Oui, il y a un gain. Il y a un gain de 8% sur la facture énergétique. Ouais, bon, c'est pas mal. Il y a un gain, et puis il y a un gain d'image, il y a un gain, et les collectivités locales, alors elles qui sont beaucoup plus en avance en France sur plein de domaines, comme peut-être ils sont intéressés à ils sont intéressés, ils veulent, etc. Bon. Et ben voilà, mon boulot depuis 2009, c'est en ayant transformé ici, en ayant fait une expérience d'entreprise, pas une expérience philosophique, en disant voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça a donné, voilà ce que ça m'a rapporté, voilà ce que ça a permis d'eux, etc. C'est un message basé sur une expérience concrète, c'est évidemment beaucoup plus facile pour aller voir les collègues hôteliers. Est-ce que ça a été sur le plan financier? Alors sur le plan médiatique, c'est colossal. Enfin, j'ai des revues de presse colossales, tout ce que vous voulez. J'ai fait des émissions à chaque fois que je fais. Oui, mais moi j'ai cru qu'avec ça allait déclencher. Rien. La profession, c'est une profession lente. C'est peut-être comme l'énergie, c'est quelque chose qui c'est de l'immobilier, l'hôtellerie. C'est lent. Quand vous bâtissez quelque chose, c'est pour 20-30 ans. Voilà, vous ne changez pas les choses rapidement. Donc on a essayé d'axer sur le bio, on a essayé de trouver, et là je travaille de façon très concrète maintenant sur une mesure fiscale. Je suis convaincu, il n'y aura pas de révolution dans le tourisme, développement durable, s'il n'y a pas une mesure fiscale incitative. Donc on travaille sur la taxation. La détaxation. Non mais enfin, c'est la même chose. Le bonus-malus. Voilà, c'est ça, oui, bonus-malus. Mais on n'a pas le choix. Je pose une question très simple. Est-ce que vous avez perdu de l'argent avec cette affaire? Ah non. Bon. Non, j'ai fait des économies, donc j'ai gagné. Écoutez, maintenant je vais vous dire quelque chose qui s'est passé hier soir et j'étais tout à fait surpris. J'ai une sœur qui est disons très proche du ministère de l'Environnement, puisqu'elle a fait l'ENA, elle est dans le ministère, etc. Et elle a l'avantage d'avoir des choses. Et donc, elle m'a demandé ce que je faisais, j'ai dit qu'on allait se rencontrer, et moi je lui ai présenté ça comme quelque chose de très positif, parce que je lui ai dit, écoute, non mais, entendez bien, moi je suis israélien, chose de concret. Hein, on ne parle pas que simplement on fait du bon discours, mais enfin, il y a quelqu'un qui prend le charge et qui prend un risque sur son propre hôtel. Elle m'a dit, d'après ce que j'ai entendu, et je tiens à ce que vous l'entendiez, cet hôtel ne réussit pas suffisamment parce qu'il a une réputation sur le point de vue de la gestion qui n'est pas bonne, sur le point de vue de l'entretien, etc. Alors, je tiens à que vous sachiez, c'est vraiment pour vous aider, hein, parce que ça veut dire que dans le monde... Le Solar Hotel est connu au ministère de l'Environnement. Voilà. Il y a une solution qui permet de valoriser les déchets. Alors c'est beaucoup plus pour la restauration que pour l'hôtellerie. Les biodéchets. Tous les biodéchets que l'on a dans un restaurant, qui peut fonctionner. Alors, les biodéchets en France sont exploités sur le plan agricole dans des très grandes centrales qui font du biogaz à partir de là, avec tous les moyens de transport pour amener les choses, etc. Il y a une entreprise israélienne qui a développé une solution individuelle. C'est-à-dire un transformateur, un producteur de biogaz à partir des biodéchets, très simple, 1 mètre cube. Et ça produit en général assez de gaz pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs eux-mêmes, pour des résidentiels aussi. Ou pour des résidentiels. Pour des restaurants. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est la collecte le problème. Alors, il n'y a pas besoin de les collecter ailleurs. Ah oui, dans un périmètre restreint. On les collecte chez soi et on l'exploite chez soi.
Et vous produisez quoi, du gaz? Du gaz, oui. Oui. Et Oui, ce mais après, gaz, oui. il sert à la cuisine. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Le gaz derrière sert à la cuisine. Il n'y a pas besoin de le collecter, on ne va pas le transporter ni quoi que ce soit. Et cette solution-là intéresse beaucoup aujourd'hui Ça peut intéresser les les pays. restaurateurs surtout. Et les pays, mais les pays africains aussi. Ah oui. On a regardé côté du Sénégal, ils peuvent mettre en place cela par exemple dans un hôpital et alimenter les cuisines universitaires qui sont très proches. Ça, c'est de l'économie circulaire. Ça, c'est de l'économie circulaire, proche et voilà. Donc ça, cette idée-là pourrait fonctionner pour le tourisme, pour la restauration. Ça, c'est pour la restauration. etc. Il y a une initiative à laquelle je participe qui s'appelle Moulineau, qui est la personne innovante qui est liée avec c'est une initiative du syndicat de l'hôtellerie, où il a buté, c'est la collecte de la ressource. Oui. C'est ça qui est compliqué, Exactement. c'est collecter. Absolument. Il faut d'abord former dans les restaurants, etc. Ouais. Mais le tourisme et la restauration, parce qu'il n'est pas toujours considéré le tourisme, c'est encore une autre manne économique et tout est à faire. C'est un chantier, c'est passionnant en même temps. Tout est à faire. Absolument. Mais tout est à faire, ça veut dire il faut décarboner le tourisme, c'est pas facile. Et il faut rallonger les séjours, il faut réduire le nombre. Enfin, on le symbolise par le slow tourisme. Alors le slow tourisme, c'est un peu comme le. C'est ça le biodigesteur. Ah oui. Israélien. Ah oui, en plus, et c'est France facile. Inter en a parlé encore en 2018. Il avait été présenté à la COP21. Donc voilà, c'est vraiment pas Mais c'est très vachement grand, bien ça. hein. Il faudrait qu'il rencontre Moulineau, qui est vraiment la boîte maintenant, la start-up qui cartonne et qui est soutenue par les professionnels justement. Oui. Moulineau, c'est un copain, il s'appelle Stéphane Martinet, il est vice-président du syndicat de l'hôtellerie, c'est-à-dire que voilà, on a les deux casquettes. C'est un On point essaie- important, ça. Oui. Moulineau, voilà, il est sur la collecte, il a démarré avec des petites boîtes et là maintenant il a 8 camions, enfin bon voilà, c'est en quelques années. Bon, on va vous Mais le poser- slow tourisme, c'est l'idée de réduire l'impact environnemental du tourisme. Mais, Mais de toute façon, ça pareil, ça va arriver. Regardez ce qui se passe. Barcelone dit bon, ça y est, on en a marre des touristes. Il y a des graffitis morts aux touristes. Non, mais c'est nouveau. Bon, les luttes sur Airbnb, que je vous ai parlé des détails, les Cinque Terre que je connais bien en Italie, ils ont dit bon, bah maintenant, on met des quotas. La Tour Eiffel, un jour, il faudra 3 ans d'attente pour aller la visiter. Toutes ces choses-là vont se faire. Donc, est-ce qu'on le subit? Est-ce qu'on attend que les choses soient détruites, cassées, culturellement aussi? Il y a un impact culturel. Voilà, c'est ça. La question du slow tourisme, elle est là. Bon, puisqu'on parle de ça, juste une petite remarque. À une époque, la mode, disons, intellectuelle Je pour connais traiter bien les les ordures dirigeants ménagères de était de Gaz. faire de l'incinération. Donc je te passerai Mmh. pour que tu Je me vois Je là-dessus, parce que absolument ça, opposé à c'est quelque chose à l'incinération, faire. pour des D'accord, raisons on va en presque reparler. Je comprends. historiques. Et donc, on a développé énormément de procédés pour pouvoir transformer les ordures ménagères en méthane et le méthane en électricité. Et ça se fait à grande échelle. Hein. Je dis ça au passage parce que Oui. pour nous, c'est très important. D'accord? Mais alors, je reprends maintenant une autre question. C'est encore un impact prophétique. Oui. C'est incroyable, ça. Mais là, vous m'apprenez un truc, mais Ah, mais écoutez, moi qui suis un pragmatique, vous savez, Ben justement. comment pragmatiser des pensées idéologiques, Mais justement. religieuses et tout. Le Talmud n'est pas une pensée idéologique, c'est une pensée pratique, c'est un mode de vie, Ouais, c'est un mode de... vie, ouais. Le Talmud est un manuel de développement durable. C'est fantastique de regarder. oui, Il y a 240 lois dans le judaïsme qu'il faut respecter d'après la Bible. L'une d'entre elles, c'est tu ne gaspilleras point. Par exemple. Et le tu ne gaspilleras point est illustré dans le Talmud par des tas d'exemples qui montrent que quand il y a un produit qui est utilisable, il ne faut pas le détruire, c'est interdit de le détruire. Etc. c'est absolument interdit d'incinérer. par Ouais, exemple. Pas tout le temps en application. Mais ça, c'est autre je chose. reprends Ça, la les question humains que vous avez sont posée sur ça va être dur en faillibles. France. l'inspiration Mais bon. prophétique. Le pays est créé, à peine, il a des problèmes de sécurité extraordinaires, il reçoit autant de gens que ceux qu'il avait, etc. Et que fait Ben Gurion? Il dit, notre priorité, c'est de conquérir le désert. Si on ne le conquiert pas, il parle comme un prophète, hein, c'est lui qui va nous conquérir. Et c'est maintenant qu'on commence. Hein, voilà. Et l'histoire de la révolution de l'eau avec le problème des dessalement, ça, C'est parti de là. c'est parti de là. Ariel Sharon dit qu'il faut conquérir l'eau. Si on ne conquiert pas l'eau, il n'y aura pas d'Israël. Alors, vous savez, il y a un truc qui s'est passé qui est très marrant, c'est
il y a enfin, je dis ça parce que parler de la prophétie est quelque chose de très important dans disons, le message biblique. On a systématiquement opposé ce qu'ont dit les prophètes au niveau des dirigeants politiques, parce que les dirigeants politiques ont accepté la corruption pour pouvoir diriger. Et les prophètes toujours se sont... Alors si je reprends le cas précis, si vous voulez, le problème était celui-ci, il fallait savoir si on crée un transport de chemin de fer à grande vitesse entre Eilat, le point le plus loin du pays, jusqu'à Tel Aviv. Et disons, la critique du ministère des Finances, mais la plupart des députés, c'était mais c'est pas rentable. Combien est-ce qu'il y aura de gens qui vont se balader? Et la réponse du ministère des Transports, mais vous savez, à ce rythme-là, la création du pays n'était pas rentable du tout. C'est la même démarche. Si vous prenez la rentabilité. C'est sûr que les fondateurs, ils avaient une vision long terme, mais pas court terme, parce que sinon, ça n'aurait pas marché longtemps. Hein. Alors, je reprends, si vous voulez, quelque chose de très intéressant, c'est celui-ci. On a regardé, on a beaucoup lu. Hein, en aparté, après, je vous parlerai du woofing, le woofing. Forme de tourisme. Oui, mais non, mais c'est hors sujet. Bon, mais c'est parce que je vous dis ça parce que je le compare. Certains l'ont fait. Hein, je ne suis pas le premier. Je compare à la forme d'organisation du kibbutz. Ouais. Pour sa partie touristique. 3 questions et après vous parlez de ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Bien. J'ai toujours moi des petits fils, vous savez, qui partent et qui peuvent. Parmi les approches, on a cherché à bien comprendre toutes les approches qui existaient pour faire face aux problèmes du défi climatique. Une des approches, c'est de faire appel à une multitude d'initiatives comme la vôtre, mais pas prises par les organisations internationales ou supranationales, même pas par la direction des pays, mais par toutes sortes d'organisations telles que les entreprises, les start-up, les organisations régionales, etc. Que pensez-vous de cette approche? Elle est très très développée en Israël, hein, mais elle n'est pas seulement développée en Israël, elle est développée aussi aux États-Unis. On parle de Trump, etc. Ils font des tas de choses. Hein. Et en Angleterre, où c'est l'Angleterre, malgré le centre névralgique de Londres, l'Angleterre. Alors que la France est très très centralisée. Oui, mais voilà, on est dans un pays centralisé depuis 3 siècles. Oui, mais il faut en sortir. On en sort. Il y a eu les lois de décentralisation mitterrandiennes, mais qui n'ont pas fonctionné parce que. Alors, attends, c'est compliqué. C'est compliqué parce que mais environnement, il faut aussi la culture qui va avec. Oui, il faut la culture. Et si on reprend notre casquette défenseur de l'environnement, je vais vous donner juste un exemple. Les lois de décentralisation, quand elles datent de 82, hein, et puis il y a eu d'autres lois qui ont. Vous parlez de l'époque de De Gaulle quand il a fait son référendum. Ah ben justement, il a perdu. Il a perdu à cause de ça. Mais il l'a appliqué aussi. Oh, il n'a pas perdu à cause de ça, mais c'était très précurseur. Hein, bien sûr. Ouais. Mais les premières lois de décentralisation de 82 là, de Mitterrand, et puis il y a eu d'autres lois, et puis il y a des habitudes, il y a les lois sur les collectivités locales qui peuvent s'organiser. Bon, bref, il y a la décentralisation a commencé. Mais bon, la fiscalité, elle n'a pas vraiment suivi. Bon. Oui. Donc du coup, la décentralisation, elle est un peu bâtarde en France. Oui. Un peu, on a l'impression que, mais il n'y a pas, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la façon de collecter. Mais si on reste environnementaliste, purement environnementaliste, hein, voilà, là je sors de la question économique. Il y a eu le débat de la décentralisation est revenu à l'ordre du jour avec Sarkozy. Sarkozy, il a dit voilà, un pays moderne, il se décentralise. Le discours que vous tenez, il a raison. Un pays moderne aujourd'hui, il doit être décentralisé, comme l'Allemagne. Voilà, on a toujours cet exemple, l'Allemagne avec ses Länder, etc. Bon. Quelles ont été les réactions? Les premières réactions qu'on a entendues, nous, les ONG, c'est toutes les associations de villes et les maires et les élus, notamment d'Occitanie, alors je ne sais plus comment s'appelait cette région, parce qu'on a changé les noms des régions, enfin le sud méditerranéen, mais pas PACA. Hein, Provence, Côte d'Azur? Non, l'autre côté, comment ça s'appelait avant, Montpellier, enfin voilà, jusqu'à Perpignan. Bon. Ils ont dit, ils se sont jetés dans le truc, ils ont fait des tribunes, ils ont fait une communication, on demande l'abrogation de la loi littorale. La loi littorale, vous la connaissez? La loi littorale, c'est Boris Lalonde qui l'a fait voter quand il est ministre. C'est la loi. C'est une loi arbitraire. Mais c'est une loi de dire on ne construit plus rien sur les côtes françaises. Bon, elle a été copiée en Israël d'ailleurs. Bah oui, c'est une. Bon, et puis là, la France a parce que c'est le territoire français, mais on est le deuxième territoire maritime du monde après les États-Unis. Bon, oui, j'oubliais ça dans les effets leviers, il y a la mer pour la France. Hein. Et très important, mais pas seulement pour la France. Mais non, mais la France est le deuxième pays maritime du monde. Et si on n'a pas un impact là-dessus, qu'est-ce qu'on a? C'est dommage. Je cherchais. Donc cette loi, la loi littorale,
c'est une loi de protection incroyable, où les Français sont très attachés, parce que c'est devenu notre patrimoine, parce que les Français sont très collectivistes, en réalité, ils râlent tout le temps, ils sont individualistes, c'est pas vrai, ils aiment qu'on prenne aux riches qui avaient des belles propriétés sur la mer, tout ça, bon, ça c'est très populaire, ça marche très bien, et il y a eu des trucs un peu durs, il y a eu des gens qui avaient des petites maisons, on leur a fait démolir, enfin, bref, c'est devenu collectif, c'est devenu à tout le monde, etc. Et bien ces élus-là, sous la pression immobilière de promoteurs, mais aussi sous la pression touristique. On dit, si vous voulez vraiment aller au bout de la loi de décentralisation, il faut l'abrogation de la loi littorale. Alors là, les ONG se sont remontées à bloc, etc. C'était pendant le Grenelle. Hein. Oui. Donc là, on s'est dit, mince, alors c'est quoi? Eux, ils disent, attendez, vous êtes à Paris, enfin le discours habituel, vous êtes les bobos de Paris, nous on est là, il faut bien vivre, les emplois, les machins. Ouais, et alors alors, j'ai pas la réponse. Moi, environnementalement, je me dis, non, mais ils n'ont pas si on cède là-dessus. Donc, c'est une loi centralisatrice. C'est une loi de l'État fort. Oui. Ah, vous voyez, tout n'est pas blanc et noir. Non, mais c'est compliqué. Les Corses. Les Corses qui disent le tourisme nous déculture, nos jeunes peuvent plus se loger, c'est vrai. En même temps, ça nous rapporte. Enfin, il y a une schizophrénie sur le tourisme en Corse. Bien sûr. La Corse, il y a 300 000 habitants et il y a 6 millions de touristes. Bon, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais sans le tourisme, la Corse. En même temps, alors ils veulent les rééquilibrer, ils ont un autre truc. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous regardez les tracts, ils disent si on a l'autonomie, on parle plus d'indépendance, mais si on a l'autonomie, on abroge la loi littorale. La Corse, elle est morte. Non, mais elle est morte physiquement, environnementalement. Déjà qu'il y a des trucs qui se construisent sans autorisation, etc. Après, ça sera légal. Alors, je peux vous dire, les Côtes Corse, vous pouvez faire une croix dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on garde des parcs sans humains extraordinaires où tout le monde peut aller se balader? Ou alors, on laisse l'économie et les pauvres gens, voilà. Mais c'est pareil sur les forêts amazoniennes, les santerres. Il y a 100 millions de santerres. Là, on me dit, le nouveau patron du Brésil, il a promis de raser, de continuer. Parce que Lula, il a rien fait. Mais Lula, il était soutenu par les santerres, mais ils ont rasé des millions d'hectares. Alors, pour des raisons sociales, d'accord, mais enfin, les millions d'hectares, je crois que la pression démographico-économique, malheureusement. Donc voilà, ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Le conservatoire du littoral, ça date de la loi littorale. Oui. Oui, ça a été en même temps, je ne sais plus quelle date, mais c'était Lalonde. Lalonde, il a dit il faut qu'on sanctuarise deux choses. On sanctuarise le littoral français, et on sanctuarise, et il a fait ce travail international, le sanctuaire des baleines dans le Pacifique, qui n'est pas respecté par les Japonais qui font de la, entre guillemets, de l'huile de baleine. Science. Non, ils font de la science. Ah bon? Mais aujourd'hui, il est interdit de chasser des baleines dans un sanctuaire protégé mondialement. Bon, les baleiniers japonais y vont pour faire de la recherche. Ah bon? Voilà, bon, c'est un petit aparté si shipper. Simplement pour répondre à votre question, c'est pas noir et blanc la décentralisation. C'est pas parce que c'est pas forcément vertueux, comme c'est pas vertueux d'être démocrate, d'être en démocratie. C'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on est des gens extraordinaires. Bon voilà. C'est pareil pour la décentralisation. Et je suis partagé. Ouais, bien sûr. On va poser des questions à la fin sur la mer, parce que c'est très intéressant. Alors je prends une dernière question, avant-dernière question. Il y a une proposition de Jean Joutel que l'Europe investisse 1 000 milliards d'euros pour réaliser toutes les mesures indispensables pour faire face à la transition énergétique, ici et maintenant, dans les 3 prochaines années. Que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est réalisable d'ailleurs? Il faut raisonner, c'est le discours que j'ai avec mes collègues hôteliers. Oui. Vous savez comment je commence mes petites conférences quand je leur parle? Alors j'écris réduction de l'eau, machin et tout. Je marque égal dépense. Alors ils regardent, oui. Et puis je barre. Et je marque investissement. Donc c'est pareil pour tous les dossiers. Si on raisonne en dépenses, il faut 1 000 milliards, il faut dépenser. Si on dit il faut dépenser 1 000 milliards, d'abord d'où ils viennent? Qui? Les investisseurs? C'est pas les investisseurs aujourd'hui. Imaginons qu'il y a un, je sais pas moi, Macron devienne fou, il dit, il prend 1 000 milliards. Et c'est nos enfants qui vont les payer. Mais bien entendu. C'est de l'endettement. Donc c'est pas très durable. Donc si on ne le raisonne pas en investissement, si on le formalise pas en investissement dès le départ, c'est une imposture, ça ne marchera pas. Bien sûr. D'abord on ne les trouvera pas en plus, mais même si on les trouvait, ça serait une catastrophe. Non, mais ce qu'il dit lui, c'est que... Déjà il va falloir trouver 4 000 milliards pour renouveler le parc nucléaire français, ça va être déjà une autre paire de manches. Et ce qu'il prétend, pas 4 000 milliards, 400 défendre simplement, de donner ses arguments. Il dit on a trouvé 1 000 milliards d'euros pour essayer de relancer l'économie quand elle était très... Alors, c'est virtuel, c'est de l'argent virtuel. Exactement. C'est tout ça. Alors, d'accord. Il y a une Jouzel, je le connais bien, il est très gentil, mais c'est pas un économiste.
Non, mais il y a un moment, il faut aussi redescendre sur Terre, et c'est le cas de le dire, parce que lui, il est toujours dans ses ballons, là. Mais il faut... L'histoire de comparer avec et je défends pas évidemment les spéculateurs et les machins, mais c'était virtuel, c'était de l'argent virtuel, il ne se traduit pas en produits alimentaires, etc. Ben, ça se saurait. Si la Banque de France met à fabriquer 1000 milliards, on va avoir 1000 milliards de plus à dépenser en alimentation. C'était au niveau européen qu'il parlait. Oui, mais même, c'est colossal. Bien sûr. Bon, Vous savez, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Ça serait trop beau si on pouvait fabriquer de la monnaie. La démarche, vraiment pour information israélienne, c'est de dire aux entreprises et aux startups, si vous ne trouvez pas de retour dans le marché mondial, c'est pas la peine de chercher. C'est-à-dire que vous avez des difficultés mondiales, il faut prendre celles que vous êtes capable de résoudre, sur le plan mondial d'ailleurs, et essayer de le vendre dans le monde entier et en tirer le retour. Bah, la preuve, regardez, vous m'avez déjà proposé 2 propositions. Ouais. Bon, je continue maintenant. Vous appliquez. Vous savez qu'il y a une des possibilités, c'est d'utiliser la géo-ingénierie. Et M. Brice Lalonde nous a expliqué dans l'interview que nous avons faite que peut-être ça peut être une solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas un spécialiste, hein. Vraiment là, je vais pas. Oui, je pense. Non, l'important, c'est que c'est quelque chose qui est supranational à ce moment. Oui, parce qu'il faut des investissements importants, il faut une collaboration scientifique. En fait, les collaborations scientifiques sur ces grands sujets-là, ils existent déjà. Il y a des concurrences entre startups, etc. Mais après, ça devient un peu le domaine public. Moi, je trouve que c'est des bons sujets. C'est comme sur les hydroliennes, il devrait y avoir un travail commun. Enfin, non, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas m'avancer. Techniquement, je ne sais pas comment ça marche. Voilà, Bien, alors, je suis pour, évidemment, à condition que ça soit de l'investissement et que ça soit rentable, si possible. Voilà, et de toute façon, le prix de l'énergie est bas, et tant que c'est bas, on ne peut pas faire grand-chose. Je voudrais que vous parliez de la mer, parce que vous avez évoqué ce problème, et je pense que c'est très intéressant. Non, mais c'est un problème français. Non. Non, c'est un problème mondial. Mais en tant que Français, c'est important. Oui, mais c'est important, par exemple, pour Israël. Ah bah oui, la désalinisation notamment. Non, mais pas seulement ça. Par exemple, si on a des possibilités de trouver de l'énergie dans la mer. Ah oui. Qui sont considérables. On fait des efforts considérables. Il y a beaucoup de startups qui travaillent là-dessus. Alors, je voulais vous entendre sur le problème de la mer en France. Qu'est-ce que vous pensez de la possibilité de développer les ressources de la mer en France? Non, mais la France n'est pas Alors la France, elle n'aime pas le tourisme, parce que c'est servile. Et elle n'aime pas la mer, puis Napoléon, parce que la mer, c'est les blocus, c'est les Anglais, la mer. Voilà, c'est Sainte-Hélène. Alors, oui, c'est Sainte-Hélène en plus. Non, mais c'est pas notre truc, la mer. Nous, on est toujours, les conquêtes, c'est toujours vers l'intérieur de la Terre. Malgré qu'on est les meilleurs marins du monde, puisqu'on gagne toutes les courses. Mais il y a un paradoxe. Moi, je suis d'origine bretonne. Effectivement, nous, la mer, c'est une obsession. Mais le reste de la France n'est pas tourné vers la mer. On n'a jamais immigré de façon colossale aux États-Unis, etc. Donc, c'est culturel. Et en même temps, on a le 2e territoire maritime du monde. C'est un potentiel gigantesque. Oui, alors évidemment, quand j'ai expliqué ça à mes enfants, ils regardaient la carte, ils me disaient comment c'est possible. Je dis oui, Mayotte, tu mets des milles autour, Saint-Pierre et Miquelon, machin, enfin bref. Au final, on est le 2e après les États-Unis. Donc ça a un impact. Et comme on n'a pas cette culture de la mer, enfin l'État n'a pas la culture de la mer, c'est sous-développé. Enfin, alors on ne parle pas de la ressource poisson, halieutique. On a l'Ifremer, on a des organisations qui font qui sont tous en Bretagne, ils font un super boulot. Ouais. On a des comment ils s'appelaient là, ceux qui s'occupent des marées noires là, comment ils s'appelaient, l'abeille. Bon, on a des choses intéressantes, mais c'est très petite échelle. Et vous parlez de start-up, etc. Le monde des start-up en France, il n'est pas tourné sur les questions maritimes. Voilà. Je le déplore, oui. Bah oui. La mer, les océans, c'est 70% de la surface terrestre. On en a la deuxième propriété et on fait quasiment rien. Et alors au niveau énergétique, prenons juste l'exemple des parcs éoliens. Les parcs éoliens, c'était en 2002 et le premier va bientôt sortir. Oui. Donc on a un gros problème. Alors juridique, institutionnel, les recours, les machins, mais culturel derrière. C'est-à-dire que les pêcheurs, ils disent non, ça va tuer le poisson. Bon, voilà. Et puis, le lobby nucléaire a quand même bien travaillé aussi sur empêcher le développement du... Bah oui, c'est de bonne guerre. Cela dit, si on regarde la mer comme source d'énergie, en fait, les approches françaises qui ont eu lieu jusqu'à présent ont toujours été vers ce qui va vers la terre. Donc les hydroliennes et puis l'usine marémotrice et des choses comme ça. Là, il y a les startups dans le monde qui semblent avoir des solutions à moyen terme raisonnables sont celles qui sont basées sur l'énergie de la mer elle-même, c'est-à-dire la houle.
C'est pas les vagues, c'est la montée et descente. Et montée et descente, c'est à chaque fois c'est un mouvement. On peut transformer ce mouvement cinétique en énergie. Et il semblerait qu'aujourd'hui, il y a la Chine, par exemple, est en train de mettre en œuvre des pilotes à échelle économique normale à partir de solutions de ce type-là, dont une qui a été développée en Israël et qui semble avoir les meilleurs rendements On a beaucoup de solutions en Israël, c'est quelque chose de très important. Oui, parce que les startups sont très... Je ne sais pas si vous avez une fiscalité particulière sur les startups. Oui. Attendez, je vais vous dire comment ça fonctionne. L'état d'esprit pionnier fait qu'il faut rechercher, et puis c'est tout. Vous savez, dans un pays, un pays qui doit se bagarrer, il produit plus qu'un pays qui vit de ses rentes. Bien sûr. La France est un pays de rentiers. Oui, mais on vit des rentes de Napoléon, de Louis XIV. Sur le tourisme, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais remerciez pas vos patrons et le directeur, d'accord, ils sont pour rien. Vous allez remercier Louis XIV et François Ier d'avoir fait des beaux monuments, et Haussmann et compagnie. C'est ça le truc. Donc on est des rentiers. On gère une rente. Alors c'est durable, c'est durable indéfiniment. Mais compte tenu des enjeux, il va falloir beaucoup d'innovation. Moi je pense qu'il faut de la décroissance et en même temps de l'innovation. Alors là c'est un peu contradictoire. Je vais quand même dire quelque chose qui est contraire à ce que vous dites. Il y a certaines découvertes extrêmement intéressantes qui ont été faites en Israël, et la même découverte a été faite en France. Je parle de quelque chose qui, peut-être vous connaissez, c'est le problème qu'on est capable de faire aujourd'hui des vitres qui ont des effets photovoltaïques. Saint-Gobain l'avait sorti. Enfin, ils étaient dessus en tout cas. Voilà. Ils étaient venus nous le présenter au Grenelle. Il y a aujourd'hui une start-up française qui l'a sorti. Ah bon. Une start-up, qui l'a vendue à une société, qui cherche les intérêts, les bénéfices. Et je vous racontais comment la démarche, ça a été fait en même temps en Israël et en France. La société française a sorti un accord avec des Chinois pour le produire à bon marché et le vendre comme des vitres. Des vitres à la place des vitres normales. D'accord ? Israël n'a pas fait comme ça. Elle produit sur place. Ils sont arrivés d'ailleurs à des prix tout à fait similaires. Mais elle l'introduit dans le bâtiment. C'est-à-dire que dès le départ, le bâtiment est conçu pour travailler avec ces vitres en tirant toutes les conséquences, etc. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est pas qu'il manque en France, enfin, je dis ça comme ça d'après ce que je connais dans les startups, ce qui manque en France, des gens capables de sortir de très bonnes idées. Je pense que la façon avec laquelle ces idées sont exploitées sont des façons à court terme. Parce que donner aux Chinois, vous savez, qui cherchent à conquérir le monde avec tout ce qui sort comme truc, à produire alors que ce n'est pas eux qui ont trouvé ce produit-là, et à essayer de vendre à toute vitesse ces vitres, etc. Je ne pense pas que c'est une bonne méthode. Enfin, je dis ça comme ça. Mais non, mais c'est le problème de la France, c'est qu'on est incapable d'industrialiser toutes nos recherches et voilà. Non, je dis qu'il y a des gens qui ont de très bonnes idées en France. Oui. Bah oui, on a inventé le cinéma et plein de choses. Le problème, c'est que on n'est pas très fort parce qu'on est tourné sur nous-mêmes. On est tourné sur nous-mêmes. Et donc, il n'y a pas la culture de l'intégration. L'intégration des ensembles. On a une approche totalement cartésienne depuis pas mal de temps. Des cartes. Et oui. Et c'est la décomposition des choses et traiter après les éléments les uns après les autres. Et non pas au sens d'intégrer les problèmes généraux. Ça, c'est généraux. nouveau. Et dans un pays ancien, des cultures nouvelles, c'est pas facile. Dans un pays neuf, évidemment, c'est même inhérent au pays. Là, on a vraiment deux conceptions du progrès qui sont... Et puis voilà, la France est un pays par certains domaines en déclin, et les Français le savent, c'est ça le fond du malaise français, et en même temps un des pays où entre guillemets, on a l'impression de vivre à court terme, en tout cas, très bien. Bon, donc bonjour. Sur quoi vous voulez parler maintenant? On a fini le question. Bonjour, Non, je voulais parler de la mer. Je ne sais plus ce que je voulais dire sur le... Alors sur la mer, j'avais une petite anecdote très marrante, c'est que lorsqu'on a organisé la diffusion du rapport du GIEC avec la GIE, il y a eu un monde fou. Il y avait une salle avec à peu près 60 ou 70 médias, c'était vraiment très important. Et c'était organisé en partenariat avec la Fondation européenne pour le climat, l'European Climate Foundation, avec Benjamin Julien.
Et voyant la belle salle, la bonne organisation, etc., j'étais avec Valérie, donc je vais le voir à un moment donné, Benjamin Julien, je lui ai dit écoutez, c'est super, ça a très bien marché pour le GIEC, super initiative, puisque il faudrait qu'on refasse la même chose dans la même salle, le même format, mais sur les océans, sur la mer, les océans. Et il me fait cette réponse extraordinaire ah mais nous, on ne s'occupe pas du tout des océans, on s'occupe du climat. Voilà, et c'était, mais c'est quand même très, très instructif, c'est comme le responsable communication de l'European Climate Foundation en France. J'étais à court de... parce qu'il aurait fallu des... C'est extraordinaire comme réponse. Tu sais, Colin Price s'occupe des océans et du climat. Oui. Hein, c'est un climatologue israélien. On ne peut pas ne faire l'un sans l'autre, c'est indissociable. Ouais. Mais pour lui, ça n'a rien à voir. C'est cartésien. C'est extraordinaire. Voilà, c'est pas autre chose. C'est pas pensée globale comme on essaie de. Tu sais, le slogan de Brice Lalonde, c'était de Génération écologique. Vous m'avez posé la question. C'est un truc qui a été repris. C'est lui qui l'a inventé a priori, ou il a dû le prendre dans une revue anglo-saxonne, je ne sais pas. C'est agir localement, penser globalement. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'était un très bon slogan. Et il avait rajouté agir, pas gémir. Ça c'était pour les Verts. Pas gémir, c'est quelque chose qui est valable pour n'importe quoi. Pour beaucoup de monde. Donc voilà, cette pensée de ne pas voir globalement, c'est quand même un gros sujet. Et aujourd'hui, agir localement, penser globalement, c'est beaucoup plus d'actualité concrètement que toutes ces initiatives qui se passent à Detroit, à Tottenham, ou je sais pas où, en Israël, les startups, les organisations, l'agriculture urbaine, enfin tous ces gens. On est vraiment dans la pensée locale. Dans l'action locale, mais avec une vision globale, parce que ces gens-là qui font ces actions locales, ils ont cette vision globale. Et c'est comme ça que c'est une opportunité pour eux. Oui, mais c'est nouveau. C'est nouveau. C'est vraiment quelque chose. Non, parce que voilà, moi, j'ai 45 ans que je milite. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant. C'est vraiment nouveau. Oui, bien sûr. C'est la globalisation du monde. La globalisation a entraîné ces actions locales qui deviennent elles-mêmes des exemples pour la globalisation. Donc exactement. C'est passionnant. Et qui relancent. Oui, non, mais c'est très intéressant. Et qui peuvent développer le monde. C'est ça qui donne un peu de positivisme au monde. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a un autre élément, puisqu'on parlait de ça prophétique, c'est que si, suivant la Bible, vous faites quelque chose qui permet d'arriver à un monde meilleur, eh bien, vous allez vers quelque chose de positif, suivant la Bible. Hein. C'est même quelque chose presque un commandement. Trouver la solution pour que le monde soit meilleur. Le monde n'est pas fini, il n'est pas... Oui, le christianisme, c'est quand même accompagner la misère. Donc c'est pas tout à fait pareil. Non, bah oui. Et c'est vrai la souffrance, etc. Eh ben oui. Alors on pourrait dire c'est la partie, c'est la gestion sociale de l'humain, mais ça suffit pas malheureusement. Non, ça suffit pas. C'est une autre façon de voir. C'est marrant parce que le virage environnementaliste ou écologique du pape, il y a 2 ans là, son encyclique, c'est très environnementaliste. Et il ouvre c'est Saint François d'Assise qui était il a pris ce nom-là pas pour rien, hein, il l'a pris bien pour, sûr. Il l'a pris parce que vous savez que Saint François d'Assise est le saint des animaux. Oui. Ah, je savais pas. Voilà, ça, c'est-à-dire que lui, c'est le seul dans la religion chrétienne où vraiment l'homme est au-dessus de l'animal, etc. Bon. Et Saint François d'Assise a dit non, les oiseaux sont mes frères, c'est pas grave. Bon, il était très particulier, il devait être pris pour un fou, je pense, à l'époque. Oui. Mais enfin, il a quand même marqué le truc, et le pape, il a pris son nom de pape. Bon, les franciscains, d'accord, mais bon, c'était pas anodin. Et donc, il a cette réflexion-là, de la désertification, toutes ces choses-là, il le dit. Et il lance aussi il y a des petites brèches qui s'ouvrent sur le... Ah bah oui, et ça influence énormément une forme de pensée, ce qu'on appelle vulgairement politique en France, la gauche chrétienne. Voilà, pour faire... La gauche chrétienne, c'est très important, parce que ce sont des gens qui sont très... c'est esprit. Oui, enfin, ils sont peut-être même pas chrétiens du reste, mais ils sont très... c'est la compassion, c'est toutes ces choses-là. Et c'est aussi l'action locale. Ça rejoint, on retrouve un peu ce côté-là. C'est des gens qui se prétendent même pas chrétiens, hein, mais on les appelle comme ça. Et le pape, il incarne vraiment ça. Mais il n'y a pas le passage à l'acte, on reste dans la spiritualité. Hein. On n'est pas du tout dans l'action. Ah bah oui, c'est du discours. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Oui, hein. C'est intéressant qu'on passe un peu dans le domaine de la croyance, parce que j'aurais aimé te demander ce que tu pensais du
climato-sceptique François Gervais, qui a largement pris le relais de Claude Allègre, tant Claude en Allègre, termes de discours que de virulence. C'est assez intéressant parce qu'on a chez nous exactement les mêmes types de comportements. Sur des plateaux de télé, dans les radios, etc. Le même verbe, la même agressivité, la même de la part de certaines personnes quand il s'agit de traiter normalement, objectivement et sereinement de problèmes liés à l'Israël. Les climato-sceptiques se comportent gestuellement de la même manière. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Tu les mets sur l'un à côté de l'autre, c'est fascinant. Donc j'écoutais François Gervais sur YouTube, par exemple. Il s'énerve énormément. Claude Allègre, alors là, j'en parlerai. Sur le climat. Ah, le climat. Oui, c'est un climato-sceptique. Ouais. Et quand on voit aussi Claude Allègre, les insultes, car il était carrément dans le domaine de l'insulte directe face à ceux qui, justement, alertaient sur le réchauffement climatique. Je me demandais ce que tu pensais de ces débats qui sont... Alors, les débats en soi, bon, c'est pour faire de l'image, on s'en fiche. Oui, mais en France, moi j'ai fait des débats avec des gens qui pensent que l'écologie, même pas que le climat, c'est un truc de bobo. Oui. Non, mais en France, tout est rapporté au social, tout le temps. Tout le temps. La question sociale, ça fait 2 ans, on est que là-dedans. Les bobos, c'est les riches, machin, donc, cette question-là, c'est fait là, c'est réservé. Et puis, il y a le côté, alors là, j'ai été pris à revers, le côté libertaire en disant, mais on a le droit de jouir de la vie ou pas ? On nous interdit tout et on n'a plus le droit de fumer, on n'a plus le droit de conduire, on n'a plus le droit de... C'est le discours des grévistes, là, des Gilets jaunes. C'est le côté, on est en train de... on rend toutes nos libertés, c'est le discours Trump, on nous bouffe toutes nos libertés et on va faire quoi ? Après, on va vivre comment ? Et je me souviens, j'ai fait un débat, j'étais sur France 3 chez Tadei, et alors là il a eu cet excellent, parce qu'il me dit, puis votre mesure, parce que j'ai lancé avec Borloo le bonus-malus. Il dit, bonus-malus, le bien et le mal, vous êtes les ayatollahs, etc. Alors là, c'est vrai que j'ai été pris, quand même, c'était difficile. Bonus-malus, on pense même plus que c'est bien et le mal. Oui. Donc il me dit, mais vous faites le... Alors je faisais l'éloge du bonus-malus, et je me suis fait coincer parce qu'il me dit, vous êtes le bien et le mal, ben voilà. Et nous, on veut profiter de la vie. Donc le discours en France, il est pris par cet angle-là, souvent. Alors on rétorque, moi je dis, non, moi je suis un libéral, je vais vous choquer, je suis un affreux libéral. Alors lui, voilà... Moi, je veux la liberté de respirer, je veux la liberté de ne pas m'empoisonner en mangeant, etc. Donc après, il faut retourner les situations. Mais ce discours-là, il marche chez pas mal de gens qui ne sont pas forcément des anti-environnementalistes en France. On n'a pas la même chose que... Pour Gervais, lui, c'est différent. Lui, il est lobbyiste, donc il fait un autre... Qui ça, Gervais ? Oui. Alors, lobbyiste... il est plus ou moins financé indirectement. Il a des... Alors, justement, quels sont ces circuits de financement ? Je ne sais pas, je ne suis pas le spécialiste. On sent qu'il est très soutenu. Oui, c'est son métier. Bon, alors là, c'est différent, mais là moi, j'étais face à un avocat... porter la bonne parole, mais ça se voit. Cet avocat, justement, c'est qui le finance ? C'est ça qui m'intéresserait. Oui. Non, mais attends, il faut voir comment il est. Shlomo Gantz à côté, mais c'est un enfant de cœur. Ah bon ? C'est un enfant de cœur. Je t'assure, moi j'adore observer la gestuelle sur les plateaux de télé. C'est passionnant. Très intéressant, oui. Quand quelqu'un se lève comme ça, qu'il est tout le temps en train d'essayer de submerger l'autre par sa présence physique, il va plonger. Crier, quitte à plonger sur l'ennemi en face, tu te dis, bon, il a une façon de raisonner quand même particulière. Il essaye de dominer par la parole, par le geste, Bien etc. sûr. Et en face, si on a affaire à quelqu'un qui raisonne simplement de façon rationnelle, chiffrée, calculée, il se fait avoir. Il se fait avoir à tous les coups. Et nous, on en a plein quand ils se font avoir chez nous comme ça. Mais plein. C'est sans arrêt. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est allé faire sur le plateau de télé pour se faire démolir comme ça ? Et là, quand j'ai assisté à plusieurs... J'ai regardé plusieurs débats, je les regarde beaucoup sur YouTube. François Mais il n'est pas très connu. Gervais ? Non. Dans la population, vous allez dans la rue, tout le monde connaît Allègre. Il n'est pas connu. Personne Des journalistes de l'environnement. Oui. Oui, il est connu dans le milieu. Pas encore, mais il est passé chez Tadei, il est passé sur oui, mais il faut toujours... C'est normal, oui, mais il faut il est en train de se faire sa petite... Mais c'est son métier, j'ai l'impression. Mais il ne représente pas... Il fait son petit bonhomme de chemin, il est en train de monter, et surtout les journalistes sont très friands, les animateurs de plateau télé, on va plutôt les appeler comme ça. Oui. C'est pas pareil. Ce qui n'a rien à voir. C'est normal. Non, mais moi je ne suis pas contre, moi je suis pour la contradiction. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui défende l'idée qu'il faut jouir de la vie et on s'en fout de demain. Surtout que cette idée est très ancrée en France. C'est à nous d'être meilleurs et de dire, non, le voilà. problème que ça pose, c'est que pour faire face à des gens qui ont des raisonnements très pernicieux,
qu'ils ne vont citer qu'une partie d'une recherche en omettant soigneusement l'autre. Par exemple, la soi-disant augmentation d'1 million de mètres carrés de surface dans l'Antarctique, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que de la glace de mer, il ne s'agissait pas de la glace de terre. Ah, si c'est pas contradictoire. François Gervais ne se gêne pas pour ne parler que d'une partie de l'étude, en omettant soigneusement qu'en réalité, l'Antarctique se réduit à toute vitesse. Donc, face à ça, face à ça, alors qu'ils sont positionnés exactement de la même manière, je ne sais pas que ce soit par rapport à Jean Jouzel ou autre, ils n'hésitent pas à dire oui, vous êtes tous les deux alors de la même école, de la même maison, mais vous pensez pas du tout pareil. François-Olivier Gisbert, pareil, les a reçus ensemble, ça a été... Ah non, pardon, lui il avait reçu Allègre et Jouzel ou autre. Mais François Gervais, lui, il faut avoir sacrément ses fiches devant les yeux avec les bons chiffres, les bonnes études et les bonnes références pour arriver à démonter ces raisonnements qui sont tous faux. Mais absolument tous. Je les ai écoutés et à chaque fois je suis allée regarder sur Internet, je regardais fake news. C'est pas vrai, il a menti. Et à chaque fois ça ressortait comme ça. Donc, j'ai été élevé par Brice Lalonde politiquement, qui m'a toujours appris la première chose, liberté aux ennemis de la liberté. Donc ça c'est la base de ma pensée. Donc il faut, alors évidemment, il faut que les débats soient équilibrés, il faut etc. Ouais. Et si les écolos en face ne sont pas capables de faire ça, c'est que ce sont des manches, bon. c'est qu'ils sont pas sortis de leur petit. J'ai fait un débat à Marjolaine, je leur ai dit quand est-ce qu'on va sortir de la secte? Alors là, ils étaient tous là. La secte, nous sommes dans une secte, c'était un peu pour les secouer. Nous sommes dans une secte. Où sont les économistes qui ne pensent pas forcément comme nous, mais qui pourraient s'y venir aller? Voilà. Donc, c'est à dire que. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a les mêmes. Ça rejoint. On a les mêmes. Oui. Dans un autre domaine. Non, aux États-Unis, c'est un phénomène tout à fait beaucoup plus puissant. Oui, mais c'est la règle. Ils ont un président. C'est la règle du jeu d'avoir. Le contrepoids au point de vue du raisonnement. Même si jamais vous allez... Attends, Ezra, une seconde. Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans, c'est si on est absolument persuadé que c'est la fin du monde, il n'y a qu'une attitude, profitons de la vie qui nous reste, c'est On the Beach, le film et le livre On the Beach, qui parle de ça. Il y a eu la catastrophe nucléaire dans le monde et il ne reste plus que ce petit bout d'Australie qui n'est pas encore touché. Contaminé. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font et comment vivent-ils? Ils font l'amour. Ces derniers moments. Alors, il y a ça dépend, les bouddhistes vont... Et c'est exactement ça. Oui, bien sûr, non, je parle dans le monde occidental. Voilà, dans le monde occidental un peu matérialisé, oui, c'est profitons. Et le malheur, c'est que le discours catastrophiste peut mener à ça chez les gens qui ne vont pas aller approfondir. Tout à fait exact. C'est très dangereux, moi, je pense. Alors parce que ce sera trop... C'est un équilibre, vous savez, il faut un équilibre comme dans la nature. Équilibre dans les discours, équilibre dans les arguments. S'il ferme l'espoir de la possibilité de modifier les choses, c'est très dangereux. Mais l'équilibre dans le... Parce que c'est ça, ce que tu pointes, c'est l'équilibre dans tous nos discours. Si on n'est pas équilibré, on n'est pas crédible. Mais en même temps, l'équilibre, dans une société très médiatisée, ça fait pas... ça pénètre pas assez les esprits. Donc il faut arriver, l'équation incroyable, d'être équilibré et en même temps percutant, peut-être violent par certains mots, mais en restant équilibré. Sinon on n'est pas crédible. Si on ne réussit pas ces deux trucs en même temps, et sans fake news, alors on est des mous, on est des emmerdeurs, on est des ennemis de la vie, etc. C'est le mot emmerdeur, c'est le mot éclatant. Oui. Puis on est des gens qui... On empêche les gens de tourner en rond. Des jaloux, tout ce que vous voulez, voilà. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Oui, le truc. On remercie. Non, merci. Très intéressant.